Salut, c'est Alex. Il y a 2 jours, j'ai fini de tourner du coup cette formation Cursor. Grosse masterclass. Normalement, c'était censé être réservé aux membres de mon accompagnement AI Driven Dev. Du coup, petit disclaimer, il y a des petites références et des petits trucs. C'est fait sur un projet du coup avec une codebase existante que du coup tu ne connais peut-être pas. Maintenant, j'ai quand même décidé de l'ouvrir. C'est full valeur. J'ai passé des heures à écrire la mind map, à tout envoyer. Je vous donne ça. Ça me fait plaisir. Je suis très chaud de voir ce que cette chaîne va donner. On est actuellement tout début de la chaîne. Donc voilà, si vous aimez ce genre d'initiative, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, n'hésitez pas à lâcher un like. Franchement, je suis trop chaud de voir des acteurs IA en France comme ça, qui poussent le truc pour que les développeurs puissent avoir genre des meilleurs jours devant eux. Donc voilà, j'espère que ça vous fera plaisir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On se retrouve là-bas. Bonjour à tous. Aujourd'hui, format un peu spécial, étant donné que on va pas faire une démo d'une méthode que vous pourriez utiliser dans votre quotidien. On va plutôt faire la démo d'un outil. Et en fait, on va faire plusieurs masterclass comme ça, directement dans vos espaces de formation. Et la première, on va la faire sur Cursor. Donc, comme vous le savez, dans l'AI Driven Dev, ce qui compte, c'est pas forcément l'outil, que vous utilisez Cursor, que vous utilisez Windsurf, que vous utilisez, bon, peut-être pas Copilot, mais peu importe l'outil que vous allez utiliser, ce qui prime, c'est la méthode. Or, ce qui, je pense, est important, pour coder 2 fois plus vite, c'est aussi important de maîtriser son IDE pour vraiment mettre toutes les chances de son côté. Donc, aujourd'hui, grosse masterclass sur Cursor. J'ai parcouru toute la documentation pour vous faire cette mind map-là. J'ai noté tout ce que vous devez savoir pour que vous n'ayez pas besoin de chercher d'autres informations ailleurs. Donc l'ensemble de la mind map que vous voyez ici, c'est des heures de documentation condensée pour que vous puissiez directement aller à l'essentiel. A priori, du coup, on va bosser avec mon monteur Emile pour que vous puissiez avoir tout bien séparé en sous-modules, en sous-chapitres directement pour que vous puissiez aller jumper directement sur les points qui vous intéressent le plus. Sachant qu'on a quand même pas mal de petites choses à voir ensemble aujourd'hui. Petit disclaimer avant de commencer, Cursor c'est un outil qui évolue énormément. Si vous regardez le changelog qui est en cours, on peut voir que là par exemple ils sont en train de rolling. C'est-à-dire qu'ils sont typiquement en train de déployer leur application. C'est-à-dire qu'il y a fort à parier que pendant que je suis en train de vous faire la démo, on ait une mise à jour de Cursor qui soit en train d'être téléchargée. Ils font des mises à jour absolument tout le temps. Il y a des mises à jour quasiment tous les jours. On peut voir que là on est le 15 avril, mais que c'est la milestone 049X. Et que du coup, sur cette milestone-là, ils sont en train de sortir énormément de nouvelles fonctionnalités. Donc soyez pas étonnés par rapport à ça. Dans 1 mois, dans 2 mois, cette vidéo sera encore d'actualité parce que du coup, on va vraiment voir la base de Cursor. Mais avec toutes les fonctionnalités avancées qui existent, il y a fort à parier que du coup, la UI, la UX, elle est un peu changée entre-temps. Mais très clairement, cette vidéo, elle durera pas 6 mois. Tous les 6 mois, je vais devoir vous refaire des masterclass parce que c'est ultra important de se tenir à jour sur les outils. Et comme ils évoluent super vite avec l'IA, on peut pas se permettre de rester à la traîne. Ça, c'est pour la première chose à savoir. La seconde, Cursor déploie beaucoup. Itération rapide, donc, ce qui signifie qu'ils font énormément de bugs. C'est pas exclu qu'il y ait des bugs dans cette présentation. Je vous montrerai comment les résoudre si jamais on en a. Le souci, c'est que les dernières versions de Cursor, elles sont pas stables, et c'est un truc que vous devez savoir avant d'attaquer. Donc Cursor, ça va très vite. Moi, je vous donne la base. Dans 2 mois, ça aura changé. C'est pas grave. Et c'est aussi pour ça que dans l'AI Driven Dev, on se concentre autant sur la méthode et pas sur les outils. C'est important d'avoir un agent IA qui va aller écrire dans plusieurs fichiers à la fois avec des contraintes, avec des règles très précises. Qu'on le fasse sur Cursor, qu'on le fasse sur Windsurf, qu'on le fasse sur, à la limite, Copilot, c'est pas grave, en fait. L'outil n'a pas forcément d'intérêt, encore une fois, c'est la méthode qui prime. Donc voilà, par rapport au disclaimer. Regardez bien cette masterclass, du coup, en entier, pour la simple et bonne raison que, comme d'habitude, on va coder une feature ensemble, et que même si vous pensez connaître les basiques, sur Cursor, même si vous pensez avoir une excellente utilisation de Cursor, il y a fort à parier que vous découvriez quelques petites choses, quelques petites nuggets de valeur comme ça, au final, qu'on découle le programme. Donc n'hésitez pas à checker cette vidéo en entier. Ok, par rapport à la démo qu'on va faire aujourd'hui, du coup, pour vous montrer un peu comment est-ce qu'on va utiliser Cursor comme d'habitude, ici, on va rajouter du coup l'intégration à Mistral directement sur le journal. Donc je vous représente pas le journal, suivant où vous en êtes, du coup, dans le cursus de formation, peut-être que l'application n'aura pas la même tête. Mais dans l'idée, l'interface qu'on va modifier aujourd'hui, c'est celle-ci, donc c'est notre dashboard d'administration. Et l'idée, en fait, c'est que ça va aller trier, comme d'habitude, les articles que vous allez récupérer dans vos newsletters. Ok, on peut voir ici que je suis inscrit à plusieurs newsletters et que ça a été me récupérer des articles que je devrais lire. Et on peut voir ici qu'on a un petit score de pertinence. Ce score de pertinence, il est calculé en fonction d'une règle de personnalisation. Donc vous avez un petit prompt ici qui part. Et l'IA est censée utiliser ce prompt-là pour vous donner en fait un score de pertinence, voilà, de 0 à 100. Actuellement, le modèle il fonctionne sur OpenAI. Et ce qu'on va faire, c'est que on va rajouter l'utilisation de Mistral directement dans notre appli. Donc on va rajouter un nouveau provider sous forme de LLM avec Mistral pour pouvoir utiliser déjà un LLM français, ce que je trouve très très cool.
Et en plus, comme ça, on pourra avoir un fallback si jamais on a un problème avec OpenAI, par exemple. Pourquoi choisir Cursor? J'ai choisi de partir sur Cursor et pas de partir sur Windsurf pour faire cette première masterclass. Pour la simple et bonne raison que même si vous le savez, j'affectionne particulièrement Windsurf, notamment parce que c'est ergonomique et parce que je trouve que l'agent fonctionne bien mieux que celui de Cursor. Cursor, c'est énormément populaire. C'est probablement l'IDE, IA le plus populaire sur Internet. Et il y a une raison à ça. En fait, il y a plusieurs raisons. La première, c'est comme c'est un fork de VS Code, toutes les fonctionnalités de VS Code qui sont maintenues par Microsoft, vous allez les retrouver dans Cursor, ce qui est plutôt cool. L'inconvénient de ça, en revanche, c'est que comme vous avez le store de Microsoft qui n'est pas open, lui, contrairement du coup à VS Code, et à ses dérivés comme l'application VS Codium, c'est un peu comme Chrome et Chromium, si vous voulez. Sauf que, du coup, pour pouvoir accéder au store, il faut gérer la licence, et Microsoft est en train de commencer à faire la guerre aux autres IDE IA, qui du coup prennent de la place par rapport à Copilot, donc comme Cursor et comme Windsurf, et ils sont en train de commencer à interdire l'utilisation de la marketplace aux autres outils. Donc ça fait un petit moment que la règle est en vigueur, et là ils sont en train de l'appliquer un peu plus sévèrement. Donc voilà, ça c'est le petit point du coup à garder en tête. A priori, même si vous n'avez pas l'ensemble de l'accès à l'extension et à la marketplace, vous avez une marketplace open, du coup, un store alternatif avec quasiment l'ensemble des extensions les plus populaires que vous pourriez retrouver directement sur ce store ici. Donc en fait, même si à un moment donné, Microsoft venait à être ultra critique vis-à-vis de Cursor et vis-à-vis des autres et les empêchait physiquement d'installer à la marketplace, en fait, c'est pas grave parce que du coup, on a d'autres stores. Ok, maintenant que ça c'est dit, qu'est-ce qui fait la popularité de Cursor? Il y a deux choses. La première, c'est qu'ils ont un forum ultra qualitatif sur lesquels tout le monde s'échange énormément de valeur. Il y a énormément de questions, il y a énormément de gens qui posent des questions. Il y a énormément de valeur en fait. Si vous regardez en fait les forums de Cursor, il y a fort à parier que vous trouviez des choses que vous n'avez jamais vu ailleurs. Donc on parle de vibe coding par exemple sur le TDD, sur le DDD. C'est typiquement le genre de conversation et le genre d'insight que vous pourriez n'avoir nulle part ailleurs. Ils ont un forum, ils ont une communauté hyper développée, ce qui en fait probablement l'IDE IA le plus populaire. Deuxième chose importante et pas des moindres, Cursor est valorisé à 10 milliards de dollars. Ça veut pas dire qu'il gagne 10 milliards de dollars par an, ça veut dire que la valeur totale de la boîte vaut 10 milliards, ce qui est absolument gigantesque. Pour comparer ça, Windsurf, du coup, que vous connaissez, eux ont une valorisation à 3 milliards, ce qui est 3 fois moins. C'est quand même 7 milliards de moins. Mais voilà, c'est ce qui explique que l'IDE soit aussi populaire et qu'il y ait autant de features, c'est parce qu'il y a du monde pour taffer dessus derrière. Cursor, pour que vous le sachiez, c'est aussi la première compagnie qui a été le plus rapide pour passer de 1 million à 10 millions de revenus récurrents annuels en un an. C'est-à-dire que en un an, ils ont gagné 99 millions de plus. Ce qui est absolument gigantesque, et c'est encore une fois ce qui explique que l'IDE soit aussi populaire. Ici, je vous ai mis une petite capture d'écran des fondateurs, donc ces 4 fondateurs. Je vous ai mis ici une petite capture d'écran parce qu'ils sont passés sur le podcast de Lex Fridman, que vous connaissez peut-être, et ça a été grosso modo les premiers à innover dans l'AI-driven dev. Aujourd'hui, on est en avril 2025, ça fait un peu plus de 2 ans du coup que Cursor est sorti, ça fait à peu près 1 an et demi que moi je code avec, et l'IDE, il a évolué de fou furieux, et c'est important du coup de savoir que Cursor est géré par une boîte de 4 mecs qui s'appelle Anysphere. Donc on vient à l'instant de voir la partie présentation générale, et ce que je vous propose, ça va être de discuter de ma configuration personnelle de Cursor et de comment est-ce que vous pouvez avancer par rapport à ça. Première chose, discutons de l'installation de l'IDE Cursor. Donc je vais pas vous faire un tutoriel sur comment est-ce que vous pouvez installer Cursor, très honnêtement c'est pas le but. Sachez qu'il est disponible sur toutes les plateformes, ça c'est important parce que ça n'a pas toujours été le cas, et que vous devez avoir un compte pour y accéder. Donc dans le compte, en revanche, vous savez vraiment pas grand chose. Ici, ce qu'on peut voir, c'est que vous avez accès à certains modèles. Moi j'ai utilisé tout mon quota de premium modèles, donc à partir du moment où je suis en slow request, ce qui n'est pas un inconvénient, c'est plutôt un avantage, parce que du coup je peux utiliser le modèle de manière illimité, simplement je suis dans une queue au lieu de pouvoir accéder au modèle directement. Donc je dois un peu plus attendre. En fait ça me pose pas de problème parce que du coup je peux utiliser n'importe quel modèle IA de manière illimitée sans le payer, même si c'est un peu plus lent, franchement je suis prêt à payer le prix. Ici, vous avez rien en fait dans votre compte, c'est probablement le compte le plus simple du monde. Vous pouvez absolument rien faire, si ce n'est utiliser le usage-based pricing ici. Ce truc-là, en fait, ça vous permet simplement de bypasser du coup les slow requests que vous allez avoir et de pouvoir avoir toujours accès au modèle fast. Ça vous permet ça, mais ça vous permet également d'accéder à certains modèles qui sont payants, comme par exemple ici Gemini 2.5 Pro Max, où du coup, chaque requête que vous allez faire au modèle, vous allez être chargé de 5 centimes en plus par appel. Enfin, c'est pas le sujet, on verra ça directement quand on s'intéressera au modèle, mais c'est simplement pour que vous voyez un peu l'interface d'administration sur Cursor. Lorsque vous allez installer Cursor, vous allez vous retrouver directement sur cette interface. Et ce que je vous déconseille de faire en arrivant, c'est d'importer les settings de VS Code. Je vous conseille vraiment de partir from scratch. Ce qui est chiant avec Cursor, c'est que parfois, encore une fois, les outils bug et que le système de récupération des raccourcis fonctionne pas très bien. Donc, vaut mieux démarrer sur une instance from scratch.
choisir le thème du milieu parce que très clairement c'est le plus joli, et directement rentrer dans le vif du sujet. Donc ici vous avez plusieurs manières de fonctionner, on les verra ensemble. Et concernant le système de partage de données, moi très personnellement j'opte toujours pour le système de privé ici parce que dans tous les cas, il y a beaucoup trop d'intermédiaires, que ce soit les serveurs de Cursor, que ce soit les LLM qui vont interroger, que ce soit le réseau sur lequel vous passez. Bref, il y a forcément des gens qui se servent au passage, donc le plus vous pouvez essayer de garder de la confidentialité, le mieux c'est. Enfin, du coup, vous pouvez personnaliser l'IA pour qu'elle vous réponde dans une langue plutôt qu'une autre. Moi, j'ai laissé en auto, des fois je lui parle en anglais, des fois je lui parle en français, parce que comme vous le savez, je dicte absolument tout. Mais dans l'idée, voilà, vous pouvez, genre si vous lui parlez tout le temps en français, si vous promptez absolument jamais en anglais, configurez-le comme ça sera beaucoup plus simple pour vous. Vous pouvez également faire en sorte d'installer la commande Cursor qui vous permettra d'ouvrir en fait simplement depuis le terminal des dossiers avec Cursor. C'est assez pratique, ça remplace la commande code native de VS Code. Franchement, faites-le. Voilà. Ensuite, Cursor s'ouvre et a priori, vous avez déjà fini la configuration initiale. Félicitations pour ça. Il y a un aspect qu'on n'a pas abordé lorsqu'on a installé Cursor, c'est le prix. Le prix, du coup, vous l'avez disponible en plusieurs versions. Vous avez une version gratuite ici avec du coup un système de trial. Vous avez l'ensemble des informations ici qui vous sont proposées. 2000 complétions, c'est rien du tout. Et 50, requêtes lentes qui vous sont données. Faut savoir que cette limite-là, vous allez la passer en 2 jours, de manière très simple. Vous pouvez simplement l'utiliser, mais sachez que vous allez devoir payer très vite Cursor. Moi, ce que je vous conseille, comme d'habitude, je me répète, je sais, mais utilisez toujours des versions que vous allez payer mensuellement, pour la simple et bonne raison que les outils changent beaucoup trop vite, et si demain Windsurf ils sortent une fonctionnalité du futur avec des multi-agents qui fonctionnent super bien, vous n'avez pas envie de rester sur un modèle qui est out-to-date. Donc payez toujours mensuellement, même si j'ai payé une licence du coup à l'année sur Cursor, mais encore une fois, je suis pas un modèle à suivre. Les logiciels, j'ai toutes les licences pour absolument tout, étant donné que je me dois de tout tester, donc suivez pas cet exemple-là. Si jamais utilisez la version à 4$ de plus par mois, plutôt que la version annuelle ici, 4$, c'est 3,50€, c'est un café, et pour le prix d'un café en plus, vous avez la possibilité d'utiliser n'importe quelle autre IDE IA. Donc voilà, vous avez également une option business qui est disponible, et qui était ici sur l'onglet de droite. Maintenant, cette option business-là, il n'y a pas spécifiquement de dashboard, ils n'en parlent pas exactement, mais voilà, vous avez plus de privacy mode. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Très honnêtement, c'est un peu opaque. Et si du coup, il y a plus de privacy sur la version business, à quoi est-ce qu'on a le droit finalement dans la version pro? Donc c'est pour ça aussi que je vous disais de cocher la version privacy juste avant, parce que c'est typiquement le genre de choses où on n'est pas trop sûr de ce qu'on fait. En tout cas, pour les équipes, je vous conseille vraiment de partir là-dessus, ne serait-ce que pour pouvoir avoir un dashboard centralisé avec des stats, pour pouvoir voir dans votre équipe qui utilise Cursor au mieux. Franchement, nous, quand on partira du coup sur le studio, c'est typiquement l'option qu'on va envisager. Dernière section, du coup, dans Cursor, vous avez possibilité d'injecter directement vos propres clés API dans des modèles. Donc, je vous montrerai un peu les modèles que moi j'utilise. Mais ici, tout en bas, quand vous descendez dans l'interface, vous avez possibilité de rajouter soit vos clés OpenAPI, soit vos clés Anthropic, soit vos clés Google, soit vos clés Azure. Bref, ils viennent de rajouter AWS Bedrock, ce qui n'était pas le cas il y a 2 semaines. Ok. Maintenant que ça s'est dit, vous pourriez tenter de vous dire, je vais utiliser la version gratuite et je vais utiliser mes clés API sur le côté. Comme ça, je ne paye pas Cursor et je paye simplement au prix des appels API. Vous pourriez vouloir faire ça, mais de 2 choses. Déjà, il y a fort à parier que juste en utilisant l'API, vous payez plus que 20$ par mois. Parce que du coup, à la vitesse où on utilise des agents pour coder, croyez-moi, je code sur Klein et sur WooCode, l'API, on l'appelle absolument tout le temps. Donc vous allez payer davantage, ça c'est le premier point. Et le second point, c'est qu'il y a des fonctionnalités avancées de Cursor, comme par exemple le mode Composer ou le mode d'édition inline, ou même simplement le mode d'édition multi-agent, que vous ne pourriez pas avoir accès, parce qu'en fait, ils utilisent leur modèle sur le côté, et c'est ce qui fait qu'il y a certaines features que vous n'aurez pas. Donc je vous déconseille d'utiliser la version gratuite. Pour le coup, passer directement sur la version à 20$, vous allez voir, ça va aller beaucoup plus vite. Et ça vous coûtera moins cher. Donc je vous montrerai mes modèles et comment je les utilise. Grosso modo, je suis très Google Gemini pour le plan, parce que du coup, il y a une grosse base de contexte. On est quand même sur quelque chose à 1 million de contextes. Donc vous pouvez envoyer énormément de données. Et même si on est à 200K, par exemple, sur Claude 3.5 Sonnet, en fait, ça sert parce que du coup, le mode éditeur, encore une fois, il va simplement aller modifier les fichiers, là où l'architecte, il a besoin quand même d'une plus grosse base pour concentrer le plan d'action. Maintenant, dernier point du coup, avant de passer à la section suivante, vous avez possibilité sur Cursor de configurer des modèles locaux, donc de les configurer directement avec Ollama. Je vous déconseille de faire ça. C'est cool pour jouer, si vous avez envie de vous amuser, faites-le. Mais si vous avez l'habitude d'utiliser ChatGPT version 4, ou même Claude 3.5 Sonnet, qui est quand même sorti il y a quelques mois, vous allez complètement déchanter. Les modèles locaux sont très lents, ils sont énergivores, ça fonctionne pas très bien. Bref, vous n'avez pas envie de les utiliser. C'est très bien pour jouer à la maison. Maintenant, si vous voulez quelque chose de production ready et si vous voulez coder le plus rapidement possible, ne les utilisez pas. Donc j'espère que dans l'avenir, on pourra utiliser des SLM et non pas des LLM pour avoir des petits modèles spécialisés qui fonctionnent super bien. En attendant, actuellement, c'est pas le cas. Comment est-ce que vous pouvez configurer Cursor de manière
optimale. Je vais simplement vous partager ma config perso. On va faire un gros deep dive à l'intérieur de tous les settings et je vais vous montrer ceux que j'ai activés. Du coup, vous pouvez accéder aux settings de cursor directement ici. Ça va vous ouvrir cette interface-là. Donc moi, comme d'habitude, je suis sur la version pro. Ici, il n'y a pas grand-chose dans cet aspect-là, si ce n'est, encore une fois, le privacy ici qu'il faut absolument que vous activiez. En termes de features, il y a quelque chose de très important ici de comprendre, c'est que Cursor fonctionne mieux sur du code JavaScript. C'est pour ça que vous avez énormément d'exemples, par exemple, sur le net, qui parlent de Next, etc. C'est parce que, grosso modo, il y a tout un système qui fonctionne mieux avec du JavaScript et du TypeScript. Maintenant, il y a quelques petites fonctionnalités ici qu'on va activer ensemble, et vous allez voir qu'il y a quand même des trucs assez sympas à retirer. Le premier, c'est que, bien sûr, il faut que vous activiez Cursor Tabs, c'est une évidence. D'ailleurs, les Cursor Tabs, ici pour la configuration, n'hésitez surtout pas, dans le modèle, en bas à droite ici, à ne pas mettre auto, mais à mettre fast. Il y a Cursor qui a racheté Supermaven, qui avait le système d'autocomplétion le plus rapide, tout simplement. Tout IDE confondu, est hyper puissant. Ils l'ont racheté, utilisez-le au maximum, mettez le mode fast. Vous n'avez pas envie d'attendre un goulot d'étranglement. Deuxième chose à activer, le partial accept. C'est hyper important. Ici, par exemple, si on se place dans un contrôleur, je vais par exemple récupérer ça. Et ici, je vais par exemple vouloir faire une boucle for. Ok ? Plutôt que d'accepter avec table l'ensemble de la ligne, je vais plutôt ici appuyer sur commande et utiliser la flèche pour autocompléter une partie de la ligne. Et ça évite en fait, si jamais l'IA vous propose quelque chose, d'avoir juste une autocomplétion partielle et du coup d'aller beaucoup plus vite si jamais vous n'avez pas envie d'installer par exemple ou d'aller sur certaines fonctions qu'on vous aurait proposées. Ok, donc je vous conseille vraiment d'activer le partial accept, c'est ultra important. Vous pouvez activer les suggestions des cursor tabs directement dans les commentaires. Ça mange pas de pain. Le système d'auto-import du coup qui fonctionne sur TypeScript que moi j'ai activé, et je l'ai pas activé sur Python parce que j'utilise pas vraiment Python, mais je pourrais l'activer. Ici sur l'ouverture du chat, vous pouvez utiliser le dernier modèle ouvert par défaut. Donc vous voyez que moi j'ai créé des modèles custom. Laissez simplement le dernier ouvert par défaut. Comme ça, quand vous utiliserez directement le chat, ça vous permettra ici de sélectionner directement les bonnes informations. Donc là par exemple, je suis en mode chat. Ici je suis en mode agent. Ici, je suis en mode edit, vous voyez. Et en fait, quand je vais éditer plusieurs fichiers à la fois, quand je reviendrai du coup sur mon chat, j'aurai le dernier agent sélectionné et ça, c'est plutôt cool. Pour l'ensemble des fonctionnalités, il y a quelque chose qui vient tout juste de sortir, c'est le fait d'inclure du coup le project structure. Et ça, c'est vraiment cool. C'est une fonctionnalité qu'on attend depuis un moment. Et c'est ce qui faisait que, vous vous souvenez, dans le pattern architect editor, nous, on a toute notre base de connaissances qui est déportée directement dans un chat GPT qu'on peut récupérer pour pouvoir avoir des fiches d'instructions qui soient propres. Ici, c'est la fonctionnalité qui nous manquait directement sur Cursor pour pouvoir le faire. Cette fonctionnalité-là, elle est sortie littéralement hier, je ne l'ai pas encore testée, donc je ne vais pas l'activer parce que du coup, ça va un peu flinguer ma présentation, mais typiquement, c'est la fonctionnalité que je vous conseille d'inclure, notamment parce que du coup, Cursor va beaucoup mieux se souvenir d'où il se trouve et va éviter comme ça d'aller chercher des fichiers qui n'existent pas. En termes d'agent, je vous conseille vraiment de l'utiliser à son maximum. Laissez-le faire des commandes, laissez-le supprimer des informations, laissez-le créer des fichiers, laissez-le tout faire. Aussi simple que ça. Pour la simple et bonne raison que vous prenez pas de risque, ça va se limiter sur votre workspace. Et si ça supprime un fichier, a priori vous êtes sur Git. Et si vous êtes sur Git, vous allez pouvoir restaurer votre fichier. Donc franchement, aucun problème là-dessus, laissez-le faire ce qu'il veut. Le système de large context, ne l'activez surtout pas par défaut. En fait, il faut savoir que Cursor, quand vous allez lui poser une question, quand vous allez utiliser le chat, il va récupérer l'ensemble du contexte, il va faire du chunking. C'est-à-dire que lui-même, il va décider de si ou non il envoie l'information. C'est pas parce que vous prenez un fichier que vous le mettez directement dans votre chat sur la droite. Si par exemple ici, je rajoute un fichier comme, je sais pas moi, ce truc-là, voilà, tout un dossier par exemple, il va pas envoyer tout mon dossier au LLM. Il va, en fonction du prompt que je vais taper ici, sélectionner les bonnes informations. Ces bonnes informations-là, il va les envoyer directement à LLM. C'est lui qui fait ce choix-là, ok ? Et vous, votre taf, c'est d'avoir le prompt le plus précis possible pour qu'il sélectionne les meilleures informations. Le système de large context, ça va lui permettre d'envoyer un peu plus d'informations au LLM, donc ça va être plus précis. Maintenant, ça va vous consommer plus de tokens, ça va être plus compliqué et potentiellement vous allez noyer l'IA dans du bruit dont elle n'a pas besoin. Laissez Cursor par défaut. Si jamais vous avez besoin d'un large contexte, il y a Cursor qui vous proposera de le faire dans le chat. Le système hiérarchique des curseurs ignore. Donc vous avez possibilité, et je vous montrerai ça juste après, d'avoir un fichier curseur ignore dans lequel vous allez ignorer des choses. Vous pouvez le faire par sous-répertoire, ce qui est relativement pratique pour les monorepos. Je vous conseille d'activer cette extension. Pareil, elle vient tout juste de sortir, cette extension. Cette configuration, pardon, je l'avais pas avant. Donc voilà, c'est typiquement le genre de choses que vous allez avoir envie d'avoir. Auto-accept diff, on active. Les custom modes, même si c'est en bêta, il faut. Et tous les systèmes de son, c'est ultra pratique parce que quand vous allez directement utiliser le chat, vous allez partir sur vos bails, vous allez partir faire autre chose. Et quand vous allez revenir, vous allez avoir un petit son en fait qui va vous dire « Ok, c'est bon, j'ai fini de travailler ». Ce qui est relativement cool parce que du coup, pendant que l'agent est en train de bosser, vous pouvez être en train de coder directement sur le côté.
Et quand l'agent a fini de travailler, vous dites hey, c'est bon, ting, j'ai fini de bosser. Et donc moi ce que je fais très souvent, c'est que je laisse en fait l'agent discuter, faire ses choses de son côté, et moi je bosse sur une autre feature en attendant. Donc activer ça, c'est ultra important. Pour l'indexation de la code base, ici de temps en temps votre curseur va commencer à débloquer, notamment quand vous modifiez pas mal de rules, et n'hésitez surtout pas à resynchroniser l'index. C'est ce qui fait que quand vous allez poser une question à curseur, il va être capable de naviguer de manière assez fluide directement dans votre arborescence avec le mode agent. Ici vous pouvez indexer de la documentation, c'est ultra pratique et on verra ça après. Mais ici, par exemple, j'ai indexé toute la documentation qui concerne la version 7.5 de React Router, notamment pour pouvoir y avoir accès directement ici. Voilà, on peut voir que du coup, il y a un système d'indexation ici et que c'est moi qui ai indexé ma propre documentation, ce qui me permet du coup d'éviter que l'IA hallucine. En termes d'éditeur, j'ai activé quasiment toutes les informations ici et c'est ultra important d'activer les hints ici sur le terminal et d'utiliser du coup les fonctionnalités de curseur car vous allez avoir la possibilité de rajouter la sortie directement dans votre chat. Vous pouvez le voir ici, il y a pas mal de petites fonctionnalités qui sont en bêta. Ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment d'activer tout le système de bêta features. Ici, ne mettez pas en mode standard, mettez en mode early access pour deux choses. La première, vous allez avoir les meilleures fonctionnalités avant tout le monde, ça c'est le premier point. Et le second, il corrige beaucoup plus de choses en early access que sur le mode standard. Le mode standard, il n'est pas hyper stable, donc vous perdez pas nécessairement grand-chose à utiliser le mode Early Access. Et pour avoir utilisé les deux, en fait, je reçois les correctifs beaucoup plus rapidement sur le mode Early que sur le mode standard. Donc vraiment, partez là-dessus. Concernant les cursor rules, c'est quelque chose qu'on verra ensemble juste après. Il y a un module dédié complètement à ça. Et pareil pour les MCP, donc je ne vais pas forcément m'attarder là-dessus. Il y a une fonctionnalité qu'on n'a pas vue, ce sont les notepads. Les notepads, vous pouvez le voir ici, je ne les ai pas activés. Et en fait, c'est une fonctionnalité de curseur qui traîne depuis un petit moment. Et ça vous permet en fait de simplement stocker du contexte entre les sessions. Très honnêtement, c'est plus vraiment utile. Maintenant, vous avez les cursor rules qui prennent quasiment tout ou partie de ça. C'est une fonctionnalité qui va probablement être dépréciée, donc ne l'utilisez pas. Dernière chose, avant de vous laisser sur la partie configuration, vous avez plusieurs types de fichiers directement dans votre IDE. Donc ici, vous avez le fichier cursor ignore, et le rôle du cursor ignore, en fait, c'est de désindexer au maximum pour pouvoir ne pas envoyer des informations sensibles. Donc ça peut être des fichiers de configuration, ça peut être du code propriétaire, genre un algo hyper secret que vous voulez que personne n'ait. A priori, si c'est le cas, utilisez pas des outils IA, pour la simple et bonne raison que c'est du best effort. Dans la documentation officielle de GitHub Copilot, qui du coup n'est pas cursor, mais ils en parlent, en disant qu'ils font leur maximum pour pas indexer les fichiers. Et il me semble avoir vu que chez Cursor, c'était pareil. Il n'y a quasiment rien qui vous garantit que vos fichiers ne passeront pas à travers l'IA. Donc, utilisez ça pour vous sécuriser au maximum, mais ne prenez pas ça pour argent comptant. C'est pas parce que du coup, vous désindexez les fichiers dans Cursor que Cursor ne les verra jamais. Deuxième chose, du coup, le Cursor Index Ignore. Ce fichier-ci, il est vraiment réservé plutôt pour, ok, vous n'avez pas envie d'inclure des fichiers de documentation, vous n'avez pas envie d'inclure de la documentation legacy, vous avez des grosses données en fait que vous avez versionnées sur Git, que vous n'avez pas envie que Cursor vadrouille. Là, le but ici, ça va être de concentrer Cursor sur uniquement les fichiers et les dossiers dont vous avez besoin. Ça va permettre de rendre l'IA beaucoup plus efficace, donc n'hésitez surtout pas à utiliser ce système-là. Vous avez également ici les Cursor Rules. Donc si vous vous posez la question de pourquoi on les a architecturés comme ça, je vous incite directement à aller voir le dépôt Cursor Rules directement accessible depuis la communauté. Et l'idée d'une règle, en fait, c'est de pouvoir avoir tout un set d'instructions ici. Si, par exemple, je me rends sur du React, par exemple, on peut voir que ça va s'appliquer sur tous mes fichiers TSX et que, voilà, on va utiliser des light and small components, qu'on va fortement typer, en fait, les propriétés. Et voilà, vous avez tout un ensemble de règles, du coup, qui vont être appliquées systématiquement, que je vais utiliser un fichier .ts ou un fichier .tsx par exemple. Donc ces règles-là, on va les détailler ensemble, mais c'est simplement pour que vous puissiez avoir une overview. Dans ce fichier de config-là, vous pouvez stocker vos MCP, ce que je vous conseille vraiment de faire, et on verra encore une fois dans le module MCP comment est-ce que vous pouvez en créer et en utiliser. Et il y a le fichier mods.json qui va bientôt arriver. Pour l'instant, ils sont encore en train d'y réfléchir chez Cursor, et j'attends que la fonctionnalité elle soit bien stable pour que vous puissiez mettre directement des agents que vous auriez configurés directement dans votre IDE. Sauf que vous allez pouvoir les mettre directement dans un fichier JSON et les partager avec votre équipe. Autocomplétion, du coup, intelligente. Comme vous le savez, on est basé sur SuperMaven, donc l'autocomplétion de Cursor, elle est ultra rapide. Ce qu'on va voir du coup, c'est l'acceptation partielle et la navigation. Ça, on a déjà commencé à le voir. Sachez que l'autocomplétion fonctionne en multi-fichiers, donc Cursor est capable de se dire « Ah, mais en fait, vous avez modifié tel fichier, peut-être qu'il faut que j'aille changer des informations à l'intérieur. » Et bien sûr, vous avez l'auto-import sur TypeScript et Python. L'autocomplétion, c'est ultra efficace et ça permet notamment d'accélérer votre expérience de développement. Si vous êtes ici, le fait simplement de pouvoir commencer à écrire fort et que vos lignes s'auto-complètent vous permettront du coup d'aller beaucoup plus rapidement dans votre vitesse de code. Donc vraiment utilisez ce truc-là. Et encore une fois, utilisez le système FAST des Cursor Tabs
pour ne pas attendre, tout simplement. Ici, si par exemple vous tapez ça, attendez pas l'autocomplétion. C'est chiant, vous allez passer un long moment. Là, le but, c'est d'aller le plus vite possible, donc pas de goulot d'étranglement par rapport à ça. Deuxième chose que je voulais vous montrer par rapport à l'import automatique. Ici, imaginons qu'on est sur ce service-là. Je vais le supprimer sciemment, en fait. Et du coup, imaginons que je le retape ici. Donc, je suis en train d'injecter mon système d'injection de dépendance. OK, article service. Et là, vous avez possibilité soit directement de l'importer, directement comme ça, soit de partir sur le fait que Cursor Tabs va vous aider par rapport à ça. Vous voyez ici, tout en haut, ça s'est rajouté. Et du coup, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est directement Cursor qui a été le rajouté. Donc voilà, c'est typiquement le genre de petite fonctionnalité que vous avez envie d'avoir. De la même manière, ici, vous pourriez par exemple avoir envie de modifier en fait un article. OK. Et ici, par exemple, on pourrait this is a new props. OK. Et ici, directement dans article.is correct égale ça. OK. Cette propriété, elle n'existe pas encore. Mais du coup, c'est une propriété dont vous pourriez avoir besoin directement dans l'article. Donc c'est typiquement le genre de choses où quand vous allez directement aller ici, vous allez pouvoir vous positionner et là, tout simplement, l'article va s'auto-rajouter. De la même manière, Cursor est parfois assez intelligent pour que quand vous êtes en train de taper directement l'information ici, il vous propose de lui-même d'aller l'importer. Là, selon lui, la chose la plus logique, c'est de supprimer cette ligne, mais potentiellement, ça pourrait arriver. Donc l'autocomplétion, grosso modo, je pense que vous connaissez ça depuis un moment. Passez ça en mode rapide et on avance sur la suite. Comment est-ce que vous pouvez utiliser la dernière version de la documentation? Le problème de la documentation, du coup, sur les LLM, c'est que comme vous le savez, les LLM sont jamais à jour. Ils sont jamais à jour, généralement, ils ont 1 an de retard par rapport aux données qui sont actuellement, et suivant leurs données d'entraînement, peut-être même qu'ils n'ont jamais eu l'information. Du coup, ce que vous allez avoir besoin de faire, c'est d'indexer vous-même de la documentation. Pour ça, vous avez plusieurs manières de faire. La première, c'est d'utiliser le système de curseur que je vais vous montrer juste après. Et si jamais à un moment donné, ça ne fonctionne pas, j'ai fait une autre vidéo dans l'espace de formation directement dédiée à ça, mais vous pouvez utiliser un outil comme DocIngest pour pouvoir télécharger, aspirer un site directement en point texte. Ce point texte-là, vous pouvez le mettre dans un dossier documentation, par exemple, directement sur Cursor, directement dans votre projet, en fait. Et du coup, vous allez pouvoir, en utilisant le système d'indexation de Cursor, pouvoir interroger votre doc. Maintenant, ce que vous pouvez également faire, c'est vous rendre directement dans les settings ici, et sous l'onglet Features, si vous descendez un chouï, vous allez pouvoir voir le système de code-based indexing. Donc ça, c'est nickel. Et juste en dessous, vous avez le système de documentation. Nous, ce qu'on va devoir faire, c'est utiliser la dernière version de l'API de Mistral. Donc j'ai simplement tapé Mistral API sur Google et je me retrouve du coup sur la page de documentation officielle. Là, vous avez plusieurs manières de faire. Moi, je vois que c'est de la doc ici qui a été powered par Redocly. Donc, il y a forcément un point YML ou un point JSON quelque part qui explique comment ça fonctionne. Donc, soit vous récupérez en téléchargeant directement le download ici, soit du coup, vous allez pouvoir indexer directement l'ensemble de la documentation directement avec Cursor ici. Ce que je vous conseille de faire, si vous en avez la possibilité, c'est de récupérer directement l'adresse de téléchargement ici. On peut voir que c'est carrément un point YML. Ce point YML là, plutôt que d'avoir du bruit et du HTML directement ici, parce que là vous avez du style CSS, bref, vous avez pas mal de choses que vous n'avez pas forcément envie d'avoir, balancez directement l'information au plus propre. Donc ici, dans mon doc, je vais simplement rajouter ça. Je vais l'appeler Mistral API, hop, et je vais laisser Cursor faire sa magie. Si vous regardez du coup ici, vous avez possibilité de demander la réindexation de la doc, et ici vous pouvez voir l'ensemble des pages que ça a été indexé. Moi ici il y a eu une page, donc c'est relativement simple. Maintenant j'ai été indexé la dernière version de la doc sur React Router, et il y a un petit bug d'affichage. Comme vous le savez, Cursor, pas très bon pour gérer les bugs, mais globalement ici on est sur la version 7.5 du coup de React Router, qui est encore une fois sortie il y a quelques semaines. Ici j'ai indexé uniquement les bonnes versions, comme vous pouvez le voir là. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de version 6, il n'y a pas de version 5, il y a uniquement la bonne version de la doc qui m'intéresse. Comment faire de la complétion inline? Quand vous êtes en train de bosser sur un fichier en particulier, vous pourriez avoir envie d'utiliser ce système directement dans Composer. Ce qui est bien avec le système de Composer, c'est que contrairement à d'autres, vous êtes capable d'aller beaucoup plus dans le détail. Ici, par exemple, si je surligne cette partie, on peut voir du coup qu'il va prendre dans le contexte de la ligne 47 à la ligne 53. Ça, vous allez pouvoir le charger dans n'importe quel type de modèle ici, mais moi très souvent je suis sur la version 3.5 de Claude Sonnet ou la version 3.7 si jamais j'ai besoin d'un peu plus de réflexion. Ici, ce que je vous propose de faire, c'est d'aller récupérer par exemple des fichiers parce que vous pouvez les indexer. Donc encore une fois, utilisez ce système-là et on verra dans le chat l'ensemble des switches que vous pouvez utiliser parce que vous ne pouvez pas utiliser tous les switches directement dans tous les types. Ici par exemple, on voit qu'il y a des informations qui fonctionnent dans le mode agent, qui ne fonctionnent pas
dans le mode Composer. Ok, ici vous avez possibilité d'aller récupérer des fichiers, du code, de la doc. Donc ça c'est très bien parce que du coup vous allez pouvoir directement les récupérer, la doc Mistral API par exemple qu'on vient d'utiliser. Donc ok, on repart là-dessus, on refait un commande K du coup pour éditer ça. Et ici vous allez pouvoir envoyer de l'information. L'idée c'est que si par exemple je me retrouve ici j'ai un Mistral icône que vous voyez par exemple. Ce Mistral icône là, on va pouvoir être capable de le récupérer ici. Et de le submit. Donc voilà, pour le coup, il n'y a pas grand chose à faire ici, ça s'est remis en Claude 3.7 Sonnet, mais voilà, il va simplement changer le Mistral icône. Ici, encore une fois, Cursor me propose de l'importer comme on a vu juste avant. Je vais simplement appuyer sur Tab, et il a été m'importer le bon icône. OpenAI icône, du coup, n'est plus nécessaire. Et si je me connecte sur l'administration, on peut voir que vous avez désormais l'icône de Mistral. Donc voilà, ultra pratique d'utiliser ce genre de choses. On pourrait par exemple utiliser ça pour make mandatory la class name, par exemple, donc enlever l'espèce de point d'interrogation qu'il y a ici. Mais en fait, vu que ça marche sur du multifichier, vous allez être capable de faire ça at scale. Encore une fois, là, je suis sur un slow request, donc c'est relativement lent. Mais grosso modo, dès que vous avez une modification à faire quelque part, utilisez vraiment cet outil-là, parce que ça permet d'aller beaucoup plus vite que si jamais vous utilisez l'agent. Ici, on peut voir qu'il y a un message d'erreur de cursor qui vient de se planter en plein milieu. Encore une fois, c'est une running release, il y a plein d'informations. Si votre outil plante, n'hésitez pas à le redémarrer. Dans Cursor, vous avez accès à plusieurs systèmes de chat. Ok, donc vous avez le mode Ask, que je pense vous connaissez. Vous avez un nouveau système d'anglais qu'on va voir ensemble. Et vous avez pas mal de petites choses comme ça. A priori, vous avez plusieurs modes de conversation. Vous avez le mode agent par défaut, vous avez le mode Ask et vous avez le mode manuel. Le mode agent, du coup, ça vous permet de faire de la modification automatiquement sur plusieurs fichiers et c'est en grosse partie la démo qu'on va faire aujourd'hui. Vous avez le mode Ask qui est ultra pertinent dès que vous devez poser une question. C'est un genre de chat GPT ultra rapide. Et le mode manuel pour la modification très précise d'informations. Ce que je vous propose de faire, c'est qu'on commence par voir ensemble le mode Ask parce que c'est quand même celui qui est le plus rapide et c'est celui que vous pourriez utiliser absolument tout le temps. Le mode Ask, du coup, c'est vraiment un mode sympa. Par définition, il va se mettre directement en mode auto ici sur Cursor et c'est plutôt cool parce que vous avez simplement d'aller au plus rapide sur la sélection des questions et ça vous permet de poser une question sur à peu près n'importe quoi. Si vous avez envie de spécifier du contexte directement dans le mode Ask qui vous permet de poser des questions, ici par exemple, je vais aller récupérer ça. Et on peut voir du coup que c'est du code JavaScript où il y a un peu de réflexion derrière dans la mesure où il y a quelques petites traductions qui se font ici, il y a un object.entries qui n'est pas forcément évident à comprendre. Et ici, on peut voir qu'on a un réducteur avec un record à l'intérieur. Bref, c'est du code TypeScript. Et ce code TypeScript-là, peut-être qu'on a besoin d'explications le concernant. Donc en fait, le fait d'avoir utilisé commande L ici, vous voyez que ça a injecté directement le contexte avec les bonnes lignes, ce qui encore une fois limite le bruit que vous allez recevoir. Et ici, bien évidemment, ça charge les règles, mais on en discutera un peu plus tard. Mais là, l'idée, c'est que vous allez compter sur le fait que l'IA, elle puisse vous expliquer très clairement quelque chose qui est en train de se passer. Et ce mode-là, c'est le mode le plus rapide. Vous pouvez l'utiliser pour absolument tout. Dès que vous avez une question à vous poser, commande L. Aussi simple que ça. Ne passez pas forcément plus par ChatGPT ou par un autre outil sur le côté, parce qu'en fait, ici, vous pouvez le faire super rapidement et vous pouvez vraiment poser des questions sur des endroits très précis de votre codebase. Donc voilà, utilisez-le vraiment pour faire du brainstorming, dès que vous avez besoin de réfléchir, de faire l'onboarding de quelqu'un sur un fichier ou quelque chose comme ça. Encore une fois, le but, c'est que ce soit de la lecture seule, donc il est très rapide, il n'a pas besoin d'aller écrire des fichiers, aller réfléchir à droite à gauche, vraiment aller au maximum. La différence du coup entre le mode agent et le mode manuel, c'est aussi simple qu'il y en a un qui crie, l'autre pas. Voilà, c'est tout. Et vous pouvez configurer des raccourcis par rapport à ça. Moi, mes raccourcis, je vous les donne. C'est commande L, du coup, pour accéder directement au mode Ask. Commande E, dès que j'ai une édition manuelle à faire, et je vais vous présenter ça juste après. Et commande I, si jamais j'ai besoin d'utiliser l'agent. Avant de vous montrer, du coup, comment est-ce que le mode agent fonctionne dans la partie avancée, j'aimerais bien qu'on discute du mode manuel que vous voyez ici. Le mode manuel, en fait, ça permet simplement d'effectuer des actions ultra précises. Donc, c'est-à-dire que là où l'agent, il va aller chercher des fichiers, là, si vous avez besoin de faire une action, et cette action, ça pourrait être quelque chose de relativement simple. Imaginons du coup que nous, sur notre projet, ici, on puisse rajouter une nouvelle clé, ok, donc on a un ID, un nom, etc. pour le projet, et il nous faudrait par exemple une nouvelle clé LLM, ok. LLM is a new key of string Mistral pipe OpenAI in project DTO, ok. Make sure entities is up to date. En fait, si vous faites ça, globalement, étant donné que vous avez utilisé le mode manuel, Cursor, il ne va pas aller regarder les entités. Donc si par exemple vous avez des entités Prisma ou si vous avez ce genre de choses, ok, petite erreur de Cursor, je vais faire un nouveau try avec une autre requête. Si du coup vous utilisez ce modèle-là sans le mode agent,
En fait, il va aller modifier que le fichier courant, comme vous êtes en train de voir ici. Il va du coup créer les interfaces, machin, etc. Mais il va uniquement se concentrer sur le fichier courant. Ici, je lui ai dit d'aller mettre à jour les entités, et du coup, il ne l'a pas fait. Si vous utilisez exactement la même chose dans le mode agent, donc ici, j'ai rien fait de plus. J'ai simplement copié-collé la même chose que je vous ai dit juste avant, sauf que j'ai pointé bien évidemment sur le Project DTO, mais là, il va commencer à réfléchir. Donc, il va aller me faire des modifications, il va peut-être me proposer de partir sur la modification du schéma Prisma, peut-être partir sur la modification du contrôleur. Bref, il va commencer en fait à réfléchir à ce qu'il est censé faire. Ou pas. Et je vais essayer de le challenger un peu en lui demandant si il peut s'assurer du coup que les entités en base de données, elles, pour le coup, sont bien à jour. Et c'est là du coup qu'il va commencer à aller chercher le schéma Prisma. Peut-être que du coup, il va aller modifier mes repositories. Peut-être qu'après coup, il va aller modifier les contrôleurs. Là, pour le coup, je laisse se débrouiller absolument tout seul. Je suis pas là pour challenger du coup le fait que il va commencer à réfléchir de manière beaucoup plus simple. Vous voyez, c'est typiquement le genre de choses. Il est en train de lancer des commandes, etc. Et c'est simplement pour vous montrer en fait la différence. Et je vais pouvoir l'arrêter là parce que le but c'est pas de faire une démo du mode agent, on le verra après. Mais c'est simplement pour vous montrer la différence entre le mode manuel qui va uniquement se concentrer sur les fichiers que vous lui donnez et le mode agent du coup qui va sortir un peu sur le côté pour aller piquer les bonnes informations. Donc il y a un peu plus de réflexion derrière le mode agent, ce qui fait qu'il est beaucoup plus lent. Ce qui fait que votre prompt de départ, il faut qu'il soit hyper précis, mais ça on le verra après. Autre fonctionnalité assez intéressante, ici vous avez des systèmes de chat, avec des onglets. Donc si vous appuyez sur commande I, commande L, etc., vous allez pouvoir ouvrir cursor du coup avec un nouveau chat sur le côté. Et vous avez également possibilité d'avoir ici 2 nouveaux onglets, ce qui est plutôt cool. Si vous appuyez du coup sur option, vous allez pouvoir créer plusieurs chats. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, si vous lancez plusieurs agents en même temps sur des tâches un peu différentes et que vous avez la possibilité de multithreader votre cerveau, vous allez pouvoir lancer plusieurs fonctionnalités en train de se build en même temps directement dans une seule interface, ce qui est vraiment le futur du dev. Donc ça, c'est très très cool. Ce que ça vous permet de faire également, c'est de pouvoir lancer par exemple un agent sur le côté, en train de faire une tâche en particulier, je sais pas moi, modifier un service ou quelque chose comme ça. Et vous, de votre côté, si vous êtes en train de travailler sur une autre tâche, peut-être que vous voulez pas être freiné par le fait que vous ayez déjà un chat d'ouvert. Donc vous ouvrez un nouveau chat, un second chat, et vous pouvez par exemple faire commande L pour poser vos questions, ou même, comme je le disais, lancer un autre agent. Le contrôle du contexte, ultra important. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais vous montrer l'ensemble de tout ce que vous pouvez référencer directement à l'intérieur des chats sur Cursor. Donc ici, vous avez l'onglet Add Context, et vous pouvez ajouter des fichiers et des dossiers, ce qui est vraiment ultra cool. Parce que si ici, par exemple, j'ai envie d'utiliser en fait toute la base de données sur le front-end, je peux le faire. Si je veux me concentrer, par exemple, sur un seul module, par exemple, dans mon application, et que dans mon module, je veux simplement me concentrer sur les articles, on peut voir ici, du coup, que j'ai accès à l'ensemble des features à l'intérieur. Et ça, c'est plutôt cool. Comme vous vous basez sur des bounded de contexte, vous allez pouvoir vraiment aller à l'essentiel. Quand vous posez une question uniquement sur quelque chose de précis, vous contraignez l'IA dans une seule direction et ses réponses sont beaucoup plus efficaces. Vous avez également possibilité de rajouter du code. Ici, par exemple, on peut voir que j'ai un project status, Et imaginons que ma classe, elle fasse pas 112 lignes, mais elle en fasse beaucoup plus. Si je regarde project status ici, on peut voir que du coup, c'est uniquement du code spécifique de la ligne, par exemple, 23 à la ligne 35 que vous pouvez voir ici. Ce qui fait que quand vous bossez avec de grosses codebases, peut-être avec des fichiers à 1000, 2000, 3000 lignes, en fait, vous allez pouvoir uniquement préciser les fonctions précises sur lesquelles vous voulez travailler. Et ça, c'est hyper utile pour refactorer de la codebase legacy. Enfin, comme on l'a dit, vous pouvez utiliser le système de doc. Et quelque chose que j'utilise énormément, c'est tout ce qui est Git. Ici, vous avez possibilité du coup de référencer certains commits, voire de référencer une branche ou le diff avec le working state. Et ça, c'est ultra cool parce que là, du coup, je vais pouvoir poser une question, par exemple, directement en mode chat. Et en fait, étant donné qu'on va se baser uniquement sur la diff que vous pouvez voir ici sur le côté, vous allez pouvoir vraiment vous baser entre vous et main. Ce qui est vraiment super utile, soit pour retrouver des bugs, soit du coup, simplement pour générer, par exemple, un message de commit propre qu'on verra tout à l'heure. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a changé du coup l'icône OpenAI en icône Mistral. Ok, top. Continuons du coup de ce qu'on peut faire. Ici, un point assez important. Dès que vous sélectionnez un fichier, en fonction du type et en fonction du coup du système, il va aller vous charger l'ensemble des règles ici. Donc les cursor rules, on les verra juste après, mais c'est important à savoir pour l'interface. Qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Il nous reste les past chats. Très honnêtement, je n'utilise jamais cette fonctionnalité. Il y a très peu de moments où je suis en train de me dire « Ah, qu'est-ce que j'ai fait déjà la semaine dernière » ou telle feature. Le code évolue tellement vite finalement que les past chats, ils sont très vite passés. Et donc, j'ai pas forcément besoin de les indexer. Les cursor rules ultra utiles, du coup, c'est toutes les règles qui se retrouvent directement dans le dossier cursor.rules. Et par exemple, si j'ai besoin d'utiliser le système de génération, je peux directement utiliser celui-là. Donc voilà, on peut voir ici que du coup que ça s'est mis avec une petite règle. Ça permet du coup, si là je dois faire une action et envoyer du chat, de m'assurer que du coup ma règle est bien appliquée. Enfin, vous pouvez référencer des éléments dans le terminal, utiliser le linter avec le système d'erreur, ça c'est très cool. Et de la même manière, vous pouvez parcourir le web.
Donc ça, c'est vraiment très cool. Vous vous souvenez, du coup, en tout début, je vous disais que Cursor était évalué à 10 milliards de dollars. Donc je vais simplement demander à l'IA de se connecter, d'aller récupérer du coup les informations de l'article et de me faire un petit résumé des points les plus importants. Ça, ce que je vous montre là, c'est simplement pour avoir une preuve de concept et pour vous montrer que ça fonctionne. L'idée, c'est simplement que l'IA, en fait, elle est capable de faire des recherches sur Internet en fonction d'un article en particulier. Donc vous avez deux manières d'utiliser ce système-là. Soit du coup, vous indexez directement l'article comme vous pouvez le voir ici, soit vous utilisez la notation web. La notation web, il va directement lui-même aller faire des recherches à droite à gauche, ce qui fait que par exemple, il a trouvé d'autres types d'articles, et il va également pouvoir juste en fait vous lui envoyer un lien de documentation, et il ne verra que ça. Faites cependant très attention aux hallucinations que vous pourriez avoir dans la mesure où, par exemple là, on me dit que l'article date d'un potentiel futur en mars 2025. Or, en mars 2025, l'IA, elle s'est arrêtée, donc elle pense que c'est le futur, alors que pour nous, c'est le passé. Du coup, ici, ce que vous pouvez voir, c'est qu'elle est partie sur totalement autre chose que ce que vous auriez pu lui demander. Donc faites très attention sur ce genre de choses, utilisez uniquement, du coup, ce système-là sans le système web. Et là, vous allez voir, du coup, que l'information, elle est beaucoup plus percutante. Ça vous dit, du coup, que 10 milliards de dollars de valuation, du coup, pour Hemisphere, la boîte de Cursor dont on parlait tout au début. Et bref, vous avez un peu les outcomes comme ça de l'article qui vous sont récapitulés. Ok, maintenant que ça c'est dit pour le contexte, vous avez possibilité de charger énormément de choses. N'utilisez pas à nourrir votre IA avec du contexte. Encore une fois, je le répète souvent dans la formation, mais c'est ultra important de donner à l'IA ce dont elle a besoin pour travailler. Ici, vous avez le système de sélection d'agents qu'on verra juste après. En revanche, ce que je voulais vous dire par rapport au contexte, vous avez possibilité du coup d'aller beaucoup plus vite avec un arrobase ici pour sélectionner l'ensemble des informations, mais vous n'avez pas que ça. Vous pouvez également utiliser le dièse ici pour référencer soit des fichiers, soit directement des fonctions de mémoire, ou pas en fait. Vous avez simplement l'accès aux fichiers. Bah écoutez, c'est beaucoup plus rapide. A priori par contre, vous n'avez pas accès au dossier. Ok, donc c'est simplement pour aller beaucoup plus vite sur les fichiers. En revanche, ici, le système avec le slash, il est ultra cool. Imaginons par exemple que j'ai besoin de travailler sur les deux fichiers que vous voyez ici sur la gauche. En utilisant ce système, je peux directement les rajouter dans mon contexte. Ce qui est super rapide si jamais vous avez 7-8 fichiers sur lesquels vous êtes en train de travailler, vous êtes sur une feature, vous n'avez pas envie manuellement, systématiquement, d'aller rajouter l'ensemble des fichiers à la main, machin, etc. Vous pouvez utiliser ce système-là. Le reset contexte fonctionne vraiment bien, du coup ça vous rebase sur le système actuel. Et vous pouvez ajouter les chats actifs. Donc les chats actifs, si jamais ici il n'y en a qu'un, vous pouvez le voir, c'est le project context. Et si jamais vous mettez deux interfaces les unes à côté des autres, comme par exemple ici où il y a deux fichiers, si jamais je repars là sur le côté, ici les fichiers actifs, en fait on peut voir qu'ils sont deux. Voilà pour le fait de nourrir l'IA avec le chat, c'est ultra important et je vais vous montrer une petite dernière chose avant de partir. Si vous faites une recherche directement dans le système, comme par exemple, je sais pas, vous allez vous retrouver ici, et en termes de recherche, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? On va taper store, quelque chose que je sais du coup est beaucoup utilisé dans l'application. Ici, vous pouvez voir que vous avez plein de fichiers qui vous sont proposés. Et là, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous pouvez utiliser l'icône ici, là, pour ouvrir tous les search results directement à l'intérieur du store. Et vous voyez que plus 670, c'est qu'on en a pas mal. Et là, du coup, vous allez pouvoir poser une question. De la même manière, vous allez pouvoir le faire en mode agent. Et là, du coup, vous allez pouvoir aller encore plus loin. Encore une fois, n'oubliez pas que Cursor, il va tronquer le système des résultats que vous avez. Donc ça, c'est une première manière de faire. Et vous pouvez également prendre granulairement l'ensemble des fichiers pour les drag and dropper. Ici, par exemple, je veux que ces deux fichiers-là. Je peux simplement les prendre et les glisser dans Cursor. Ce qui est hyper utile, si par exemple vous vous retrouvez ici et que vous dites « Ok, j'aimerais bien une feature, mais uniquement sur les projets », vous avez simplement qu'à les prendre et à les drag and dropper directement dans le chat. Ultra utile. Sachez également que quand Cursor le sentira, là il l'a pas fait par exemple, mais il vous proposera ici d'utiliser le longer context si jamais vous en avez besoin, notamment lorsque vous indexez beaucoup de fichiers. Ici j'en avais 345, et il me proposait du coup d'indexer plus de données que ce que je peux faire actuellement. C'est ce dont on a discuté au tout début de la masterclass. Dernière petite chose avant de partir. Ici, vous avez la possibilité d'utiliser la base de données vectorielle de Cursor. Donc en fait, il faut savoir que quand vous êtes ici dans le système, vous avez votre codebase qui est indexé avec un système d'embedding. Okay, ça vous permet de poser des questions à votre codebase. Si vous posez encore une fois la question où est-ce qu'est l'authentification directement sur la plateforme, on peut voir que ici, je n'ai rien nourri en termes de contexte. Et vous avez du coup l'IA qui va travailler et qui va commencer avec l'agent à rechercher des informations dans la codebase. Ok, je vais m'arrêter là tout de suite. Ici par exemple, je vais le mettre en mode ask, ok, et je vais appuyer sur commande, entrée. Et ici ce que ça va faire, c'est que ça va aller rechercher l'ensemble des informations en utilisant toute la codebase. Donc vous voyez que j'ai pas utilisé le mode agent, mais du coup il est quand même capable d'aller récupérer des informations un peu à droite à gauche. Et ce système-là,
ici, il est capable de me dire exactement où sont les fichiers au bon endroit, machin, etc. Parce qu'il a utilisé la base de données vectorielle. Maintenant, il y a une fonctionnalité que vous avez probablement pas vue ici, qui est la possibilité de chercher sur l'ensemble de la codebase. Récemment, il y a une mise à jour de Cursor qui vient de supprimer l'outil Codebase. L'outil Codebase, c'était un outil comme ça qui vous permettait de, quand vous posiez une question, d'indexer l'ensemble de la Codebase et de vous donner un score de pertinence ici sur l'ensemble des fichiers indexés. Ce qui était très pertinent pour comprendre que quand vous posez une question à Cursor, en fait, Cursor, il va aller regarder l'ensemble de votre codebase et c'est lui, en fonction du scoring que vous voyez sur la droite, qui va dire ou non s'il envoie le fichier ou s'il envoie juste quelques lignes du fichier. Ce système-là, il a totalement été supprimé. Maintenant, en mode agent, vous n'avez plus la possibilité de faire ça parce que par défaut, il va systématiquement rechercher votre codebase. Voilà, c'est ce qui fait encore que Cursor évolue très vite et c'est plutôt bien pour nous. Donc voilà pour le contrôle du contexte directement dans Cursor. C'était une grosse partie par rapport à ça, mais du coup, ça vous permettra vraiment d'avoir de très bons résultats avec l'IA. Un des avantages indéniables du coup qu'a Cursor, c'est sa capacité à générer des messages de commit qui soient ultra efficaces. Et là, je vais vous montrer du coup sur la petite modification qu'on a faite juste avant. A priori, on n'a pas fait grand-chose, si ce n'est changer le logo OpenAI, et ici, j'ai supprimé une variable qui n'était pas utilisée. L'avantage d'utiliser le système de Cursor, c'est que du coup, il va suivre la même convention de commit que vous avez déjà utilisé. Et il est suffisamment intelligent pour vous trouver la fonctionnalité qui représente le plus votre commit. Donc ici, on a remplacé le OpenAI icon avec Mistral icon dans le Project Refresher. Il m'a même pas parlé du fait que j'ai supprimé ça parce qu'en fait, c'était pas pertinent. Et ça, c'est vraiment ultra efficace parce que du coup, si vous committez 4, 5, 6 fichiers d'affilée, il va pas committer l'ensemble de tout ce qui a été fait sur l'ensemble de vos fichiers. Ce truc-là, ça fonctionne vraiment très bien. Je vous conseille vraiment de l'utiliser. Et si vous faites comme moi et que vous le mappez sur le raccourci clavier CTRL-M, si par exemple vous êtes ici, j'ai simplement appuyé sur CTRL-M, on voit que ça me génère directement le bon message de commit. J'ai plus du coup qu'à committer ça, directement en l'ajoutant ici, et ça part. Sur Cursor, une des dernières fonctionnalités qui vient de sortir, et je vais vous en parler avant de parler du mode agent, c'est le système de custom mode. Donc les custom modes, en fait, ça vous permet d'avoir des agents personnalisés. Donc c'est typiquement la partie architecte qu'on a dans la partie architecte editor, qu'on préconise beaucoup dans l'AI Driven Dev depuis déjà 2 ans. Mais c'est en fait d'avoir un agent qui va faire le plan. Une fois que vous avez un plan, vous pouvez l'envoyer à l'éditeur. Et l'éditeur, du coup, c'est par exemple le mode agent de Cursor. Et ce mode agent-là, du coup, va pouvoir coder le plan. Mais c'est très important d'avoir un plan bien défini en tête pour donner des directives très précises à l'IA, pour qu'elle aille droit à l'essentiel. Cursor, du coup, vient d'introduire des custom modes. Ils sont en train d'expérimenter le truc. Donc, c'est une fonctionnalité qui est encore en bêta. Comme vous pouvez le voir aussi, il y a des mods.json que je vous parlais, du coup, en tout début de masterclass, sur lesquels vous pourriez, du coup, partager différents agents entre eux. D'autres le font déjà, comme Roocode, par exemple. Donc, Cursor est en train, petit à petit, de se positionner par rapport à ça. Voilà, c'est quelque chose à savoir, parce que globalement, ce que vous voyez là, c'est ultra nouveau, c'est sorti il y a 2 semaines. Vous avez plusieurs exemples de modes. On a par exemple un mode pour apprendre, un mode pour faire du refactoring, un mode pour planifier, un mode recherche, un mode YOLO. Ça, ils aiment bien le mode YOLO chez Cursor, et un mode debug. Grosso modo, le mode YOLO, c'est notre configuration à nous du mode agent, où on le laisse absolument tout faire, auto-apply, auto-edit, bref, il se débrouille. Et je vais vous montrer ça juste après. L'idée derrière ça, c'est que vous allez pouvoir personnaliser vos agents. Encore une fois, vous le savez, quand vous utilisez l'IA, il y a des moments où elle est plus efficace pour faire une seule chose et qu'elle le fasse bien. Ces moments-là, c'est absolument tout le temps. Si vous déléguez à un agent une seule tâche, vous le concentrez uniquement sur ce flow-là, il y a plus à parier du coup que les résultats soient plus cohérents, plutôt que si du coup vous avez une IA un peu généraliste qui peut un peu tout faire et rien faire. Comment est-ce que vous pouvez du coup configurer vos agents? Ici, on se retrouve une nouvelle fois dans l'interface de Cursor et on peut voir ici que vous avez plusieurs agents. Vous avez des agents du coup qui ont été créés sur mesure, comme l'agent Plan, l'agent Act et l'agent Debug. Ce que je voulais vous montrer, c'est l'agent Debug parce que c'est un agent dont je me sers beaucoup et j'espère qu'on aura l'occasion de s'en servir ici. L'agent Debug, il est ultra efficace pour rechercher, run et c'est tout. Ok. Du coup, vous pouvez y affecter ici des rôles à un agent. Moi, typiquement, je lui ai donné les droits sur absolument tout. Il peut tout faire sur ma codebase. Il a absolument pas le droit d'éditer. C'est un agent de debug, donc a priori, il ne devrait pas corriger quelque chose. Ça, c'est à l'agent de faire ça. Et vous avez ici la possibilité de lire des éléments ou de run directement dans le terminal. Moi, ce que j'ai activé du coup comme MCP, a priori, c'est Browser Tools du coup pour pouvoir aller récupérer les logs dans la console, Postgre pour pouvoir avoir accès à mes données, et Redis notamment parce que j'ai tout mon cache utilisateur directement dessus. Maintenant, vous avez également possibilité dans le mode avancé
d'auto-apply des edits, d'auto-run et d'auto-fix les erreurs. C'est censé être relativement simple à comprendre, mais auto-apply edits, c'est simplement quand il va vous proposer des éléments directement dans l'agent, vous allez pouvoir les injecter directement. Auto-run, c'est pour les commandes, et auto-fix erreur, c'est si jamais à un moment donné vous avez un petit problème de lint, ou si genre juste, en fait, le code généré, il est pas terrible, vous allez pouvoir lui dire de s'auto-corriger. Nous, notre prompt, il se trouve ici, et en fait, le but, ça va être de trouver des erreurs dans la codebase, et du coup, il y a un ensemble de steps par lesquels il va passer, et j'aimerais beaucoup qu'on ait l'occasion d'avoir un bug sur ce qu'on est en train de faire, pour que je puisse vous montrer un peu comment l'agent réfléchit, et en quoi ça n'a rien, mais alors rien à voir avec le système que vous connaissez ici sur, par exemple, le mode agent classique. Pour ajouter des agents personnalisés, vous avez le bouton Add Custom Mods ici, en attendant du coup que ça soit dans un fichier JSON. Pensez au modèle que vous allez devoir sélectionner. Encore une fois, pour les modèles de réflexion, on est plus sur des modèles avec un large système de tokens en entrée. Donc par exemple, ça peut être Google Gemini 2.5 Pro ou par exemple GPT 4.1 qui ont une entrée de token d'1 million. Ce qui est 5 fois plus par exemple que Claude 3.5 Sonnet. Donc ces modèles-là, vous avez besoin d'avoir une grosse base de contexte pour pouvoir, grosso modo, faire de l'analyse. Et dès que vous avez besoin de coder, vous pouvez également utiliser GPT 4.1. C'est pas parce qu'un LLM a un gros système de contexte que vous ne pouvez pas lui demander de coder, mais c'est simplement pour vous dire qu'un système à 200 000 tokens, en fait, ça suffit largement si vous avez 10 fichiers à modifier, même si vous en avez 20 ou 30 en fait. Voilà pour le système de mode personnalisé. Je vous fais peut-être une petite démo du système de bug avant de partir, juste pour vous montrer un peu en quoi ça diffère complètement de ce que vous pourriez avoir l'habitude de voir. Imaginons que j'ai un bug sur mon application et que je lui dise que je ne peux pas m'authentifier et je lui donne une source d'erreur. Complètement fictive, mais juste pour voir comment est-ce qu'il va essayer de se débrouiller. Donc là, l'agent, il va commencer à réfléchir et il va exécuter toutes les étapes sur lesquelles je lui ai demandé de se concentrer. Donc la toute première chose qu'il va faire, c'est comme vous vous souvenez, il a le mode search. Donc là, il va commencer à essayer de trouver, ok, comment est-ce qu'on s'identifie là par rapport à ça. Donc ici, il est en train de chercher des login buttons, il a trouvé l'autre service, trop bien, il a trouvé l'API haute, ok, trop cool. L'API Fetcher. Donc là, il est capable vraiment de savoir à peu près comment est-ce que le front-end s'organise par rapport à ça. Et là, il a réussi à trouver le Google Sign-in Component. Parfait. Et je lui ai dit que, si vous vous souvenez, sur le clic sur le bouton, j'arrivais pas à m'authentifier. Donc là, il est directement parti sur « Ok, il y a un bug, il faut que je trouve la source du bug. » Donc c'est vraiment la première partie du prompt. Donc là, plutôt intéressant, l'agent de Cursor n'a pas le droit de fouiller dans les points env. Ok, c'est quelque chose du coup qu'il y a dans la config, dont on a vu au tout début. Et l'idée, c'est que si jamais il doit faire ce genre de choses, il doit vous demander avant. Donc voilà, ça va exécuter des commandes dans le terminal, ça va aller récupérer l'ensemble des informations et ça va les afficher derrière. Pourquoi c'est intéressant? Parce que là, il n'a pas le droit du coup d'accéder au point env, mais si par exemple, moi je lui donnais l'accès directement dans mes settings, comme d'autres outils le permettent de faire par exemple sur Klein ou sur WooCode, vous pourrez par exemple checker la variable d'environnement, voir qu'en fait vous ne l'avez pas rempli dans votre point env et que ça vous explique l'erreur. Maintenant, il fait d'autres petites choses assez sympas. Il vous fait du coup un résumé complet de l'ensemble du bug que vous avez. Donc, quand l'utilisateur clique sur ouvrir le journal, en fait, il y a un fail. Maintenant, c'est quoi l'action pass? Ça, pareil, je lui ai demandé. L'utilisateur clique sur le bouton ouvrir le journal. Pourquoi ça, c'est important dans mon système de debug? Parce qu'en fait, j'ai construit mon agent et mon prompt pour m'assurer en fait qu'il ait bien compris le bug sur lequel je pars. Et ça vous permet d'avoir une espèce d'arbre de possibilités en termes de bugs. Et petit à petit, vous coupez les branches pour essayer de vous diriger vers la source du problème. Donc voilà, il vous parle des fichiers qu'il a été inspecté, c'est ultra important. Et le top 3 des problèmes qu'il pourrait y avoir. Donc là, il me parle d'un problème de configuration d'où le fait qu'il a été checké le point env, un problème de connexion API et un problème de configuration du coup peu probable apparemment avec Google. Voilà comment le système de debug fonctionne. On aura peut-être l'occasion de l'utiliser dans la démo qu'on va faire juste après, mais créez vos agents. Si vous avez des besoins hyper spécifiques comme ça, vous allez voir, ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Concernant le mode agent classique que vous avez utilisé sur Cursor. L'idée, c'est d'utiliser l'ensemble de tous les outils à notre disposition, la recherche, la lecture, l'écriture, le terminal, les MCP. On utilise absolument tout en mode agent. On va aller au plus simple, au plus rapide. Et l'objectif, ça va être d'appliquer au maximum de code, en fait, au plus proche de notre codebase. Donc, voici la feature, du coup, qu'on va faire aujourd'hui. L'objectif, ça va être d'intégrer le LLM de Mistral directement dans notre application. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a toutes les instructions. Les instructions, je les ai générées du coup avec le GPT personnalisé, le journal que vous connaissez, et avec le prompt feature instructions, pareil, qui est disponible dans notre dépôt. Donc voilà, je ne vais pas m'attarder sur la création de la fiche, encore une fois, il y a un module qui est dédié à ça.
Du coup, je vais aller récupérer ce plan-là que j'ai fait en 5-10 minutes et on va voir à quel point Cursor est bon du coup pour le gérer. Donc ici, je vais partir sur un modèle auto-sélectionné, je vais le laisser faire sa tambouille et je vais lui demander d'intégrer directement l'API Mistral à notre projet. Donc le but, ça va être d'ajouter simplement la connexion à l'API Mistral en tant qu'un nouveau provider. Il va aller charger les règles par défaut et il va essayer du coup simplement d'implémenter la fonctionnalité. Pour vous montrer un peu le code, parce que du coup c'est relativement important qu'on passe là-dessus, ici on peut voir que j'ai tout un système avec l'OpenAI Provider. Ce système-là, il va implémenter un Base LLM Service, d'accord? Ce Base LLM Service-là, il a une seule méthode a priori, c'est Process Request, et du coup il y a la méthode que je suis obligé du coup de surcharger, étant donné que c'est une méthode abstraite, c'est la méthode call. Cette méthode call, du coup, par exemple, je l'ai récupérée ici, et du coup ça permet d'utiliser par exemple le système GPT-4o directement chez OpenAI, de formater la réponse d'une certaine manière pour que on puisse le recevoir. Donc voilà, c'est un système relativement simple. J'ai une interface qui me permet de garantir que peu importe le modèle que j'utilise, que ce soit DeepSeek, Mistral, OpenAI, etc., je puisse appeler les bonnes API. Pourquoi c'est important? Parce que j'avais déjà prévu en amont en fait que j'allais utiliser pas forcément d'autres systèmes que OpenAI. Et donc du coup, j'ai développé le système en fonction. Voilà, on a du coup la génération de l'ensemble de la fonctionnalité qui a été faite. Ça nous a créé plusieurs fichiers que ça a modifiés. Je vous propose de les passer en revue brièvement. Et le but, ça va pas être de développer toute la fonctionnalité ensemble, mais plutôt de faire des démos de Cursor. Donc je vais simplement vous montrer en fait les fichiers qui ont été générés. On peut voir du coup que dans le LLM Factory, simplement on a réimplémenté le nouveau Mistral Provider. Actuellement du coup, j'avais mis la possibilité d'avoir Mistral. Ok, maintenant c'est chose faite. Ça nous a également créé un nouveau fichier Mistral Provider, donc qui respecte les règles qu'on lui a données, donc notamment avec un constructeur. Il récupère bien le base LLM service, il appelle l'API de Mistral et il fait quelques petites... il fait sa tambouille en fait, il appelle simplement l'API. Et ici, on a un nouveau test d'intégration qui a été créé. Vous voyez qu'il y a des consoles log un peu partout, c'est moi qui lui ai demandé directement dans le prompt de départ, tout simplement pour m'assurer que on ait bien les bonnes informations au fur et à mesure. Je pense que c'est important, notamment pour le debug qu'on va faire ensemble. On nous a proposé directement de lancer cette commande-là qui va me permettre de pouvoir tester mon service. Donc cette commande-là, je peux soit la copier, soit la run directement. Si je la run, comme d'habitude, ça va s'injecter directement dans le terminal et du coup, on va pouvoir avancer. Donc ici, on peut voir qu'on a une nouvelle erreur directement qui avance depuis Mistral, ce qui est entièrement logique en fait, dans la mesure où tout n'allait pas marcher du premier coup. Comme d'habitude, vous avez pas mal de petites choses à faire ici. La plus simple reste de simplement copier-coller le message d'erreur que vous voyez directement dans la console. Ici, vous pouvez voir qu'il y a une interaction avec le terminal. Je vais simplement lui demander de corriger ce système-là pour bien voir l'erreur, parce que là, actuellement, le logiciel, il me répond avec une chaîne JSON sous forme d'object, et moi j'aimerais bien avoir un truc stringifié pour pouvoir simplement pour pouvoir voir la bonne information. En termes de possibilités du coup sur le chat, et du coup c'est important qu'on discute de ça, c'est que vous voyez ici vous avez plusieurs boutons d'action. Soit du coup vous pouvez demander au LLM de se stopper, comme c'était le cas juste avant. Bien sûr il est en train de finir de se générer, donc après vous aurez plus ce bouton stop, vous avez un bouton reject, soit d'accepter les fichiers. Vous pouvez accepter soit un fichier, et lui demander du coup de parcourir l'ensemble des fichiers qu'il a modifiés comme vous pouvez le voir ici. Finalement, c'est un peu ce qu'on retrouve directement sur le panneau source control d'ici à gauche. Et vous avez également possibilité d'accepter fichier par fichier. Donc celui-ci, a priori, il est nickel, je peux l'accepter. Le fichier provider, il est en train de jouer avec. Et possiblement, je suis pas d'accord, donc je peux le rejeter. Moi, je vais tout accepter. Et en fait, je vous conseille très souvent de tout accepter, mais ça, vous le savez déjà. Parce que si jamais, à un moment donné, vous trouvez que les changements sont bien, vous avez juste à les ajouter ici. Et si à un moment donné, le logiciel Mistral, le LLM vous renvoie quelque chose qui vous plaît pas, en fait, simplement ici, vous avez qu'à rollback les bonnes informations et voilà, et vous êtes safe. Donc, n'hésitez pas à tout accepter. Il n'y a aucun problème à tout accepter, encore une fois, par rapport à ça, et ça rendra tout beaucoup plus visible qu'avoir une espèce de gros pâté vert, là, comme ça, que vous devez gérer. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir d'intéressant sur le log qui nous a été fait? Mistral nous répond qu'il y a une erreur, et il nous dit, grosso modo, que le format attendu correspond pas à ce qu'il veut. Et effectivement, ça fait sens parce que il a vraisemblablement la manière de fonctionner avec l'ancienne API de Mistral, étant donné que vous vous souvenez, 1 an à peu près de décalage entre la base de connaissances du LLM et ce qui est dans la réalité. Ce qui est très très cool et ce qui va nous permettre de faire la démonstration d'un point relativement précis. Vous vous souvenez tout à l'heure qu'on a indexé l'ensemble de la documentation directement sur Mistral. En appelant l'API de Mistral, je vais être capable de m'assurer du coup que le code match la dernière documentation officielle. Et ça, c'est ultra important parce que possiblement qu'il y a des informations directement là à l'intérieur de Mistral qui sont pas à jour. Et du coup, c'est pour ça que j'ai ce type d'erreur-là.
A priori, je suis pas censé avoir, je suis censé avoir le bon modèle de sélectionner. Je suis censé avoir les bonnes informations ici. Et peut-être même que le corps du message correspond pas exactement à ce qu'on veut. Donc ça, c'est vraiment important. Je vais relancer du coup le test ici. De cette manière-là, quand je vais pouvoir passer la vraie erreur directement dans l'API, en lui demandant du coup si le code est vraiment correct par rapport à la documentation qu'il nous a officiellement donnée, je vais pouvoir avoir une réponse beaucoup plus probante en lui disant « Ah oui, je vois l'erreur, on a besoin d'un type de format différent, etc. » en fonction du coup de la documentation officielle que vous allez lui passer en commentaire. Donc ultra important. Ok, du coup ici on a bien une correction en fonction de l'API de Mistral, je suis capable de communiquer avec, et ici on peut voir que je récupère des informations depuis l'API, donc c'est plutôt cool. Je vais simplement corriger un petit truc. Donc voilà, je suis en train de finir de corriger le dernier test, et a priori on va être good. Ok, on est good, mon test est passé, mon provider du coup est bien implémenté. Là j'ai simplement récupéré une liste d'articles et j'ai simplement dû corriger ce test sur lequel on s'était pas entendu. Ça va pas de 0 à 1 les tests, ça va de 0 à 100, donc fatalement ça peut pas être bon. Donc ça, on est good. À la limite, je pourrais mettre 100 ici et relancer le test. A priori, ça va fonctionner de la même manière. Qu'est-ce que j'ai fait? En fait, pas grand-chose. J'ai laissé, du coup, toute la configuration est bonne, tout s'est auto-corrigé. Le seul truc, du coup, que j'ai rajouté, c'est cette partie-là, sur le parse content. Je suis allé récupérer directement le project schema ici, qui du coup me permet de valider que je reçois bien des articles après avoir discuté avec l'API de Mistral. Parce que, encore une fois, le but, ça va être d'aller récupérer ici les différents outils et de pouvoir les synchroniser. Donc, il faut que je m'assure qu'en fait, je récupère bien de l'API de Mistral des bons articles, sinon ça ne fonctionne pas. Donc voilà, mon test est passé, c'était pour vous montrer un peu comment est-ce que vous pouvez utiliser le système d'agents au quotidien et à quel point du coup ça peut bien fonctionner quand vous avez des informations à jour avec de la doc, etc. L'intégration avec le terminal, pareil, elle est nickel. Vous laissez pas abuser sur le fait que parfois le LLM va pas vous donner des données à jour. Encore une fois, même dans la formation, vous avez 1 milliard d'étapes qui vous montrent comment est-ce que vous pouvez rattraper ça. Utiliser des cursor rules, utiliser de la doc, forcer certaines indexations. Bref, vous avez toute une panoplie en fait pour diriger l'agent au bon endroit. Et voilà. Comment est-ce que vous pouvez écrire de bonnes règles sur Cursor? Pour vous rappeler un peu, le système de règles sur Cursor, c'est relativement simple. Ici, on se retrouve à nouveau dans notre application. Je vais simplement générer un message de commit et je vais vous montrer un peu comment ça se passe. L'idée, c'est qu'ici, sur le côté, on a pas mal de petites règles. Ces règles-là, en fait, systématiquement, quand vous allez discuter avec l'agent, il va pouvoir aller les charger. Par exemple, je prends ma règle sur Mobix ici, elle va aller se charger dès qu'en fait, j'utilise un fichier qui parle d'un store. Par exemple, le emails store ici. Si je vais dans mon terminal et que du coup, je sélectionne email store, je vais forcément avoir la sélection sur Mobex. Vous pouvez la voir, c'est le point numéro 3 ici. Maintenant, si jamais je sélectionne un contrôleur, peu importe, user controller par exemple, ici dans les règles, j'ai pas Mobex. Et en fait, le système des cursor rules ici, ça va simplement lui permettre d'appliquer certaines règles uniquement pour certains types de fichiers. Et pour ça, vous avez 4 manières de faire. La première, c'est d'utiliser la description. La seconde, c'est d'utiliser un pattern matching avec un globe. Vous avez également possibilité d'inclure manuellement les fichiers ou de lancer le système d'inclusion automatique. Ce sera sûrement amené à évoluer, mais si par exemple ici, je prends le clean code sur le front-end, on va se baser et sur la description et sur le globs. A priori, si vous ne mettez pas de description, vous basez uniquement sur le globs, donc c'est-à-dire sur le chemin d'accès du fichier, mais je vous conseille de mettre toujours une description pour 2 raisons. La première, c'est que c'est plus pratique pour vous, ça c'est le premier point, et le second, vous vous souvenez que Cursor, du coup, c'est lui qui choisit ce qu'il va envoyer. Okay, c'est-à-dire que du coup, si vous avez 600 règles, a priori, il va devoir ne pas envoyer les 600 règles et faire une discrimination pour essayer de savoir, ok, sur les 600 règles, je vais en prendre que 6 ou que 5, quelles règles je vais prendre? Et du coup, c'est avec ce genre de description que vous allez pouvoir focus sur certaines règles. Ici, par exemple, on est sur le clean code. Ici, j'ai pas de globs parce que ça s'applique absolument partout. Et je suis en always apply true. C'est-à-dire que peu importe le système que je vais choisir derrière, cette règle-là va tout le temps être inclue dans le prompt système de Cursor. Un point assez important que j'aimerais bien soulever ici avec vous. Ici, vous savez que vous avez du coup pas mal de règles que vous allez pouvoir inclure en fonction. Comme d'habitude, ces règles-là, vous allez pouvoir les gérer directement depuis les cursor rules ici si vous voulez les inclure manuellement. Mais vous avez également un ancien fichier qui était legacy et sur lequel vous pouviez avoir l'ensemble de vos règles. Les règles, vous pouvez les éditer de 2 façons. Soit vous gardez ce fichier-là, qui est toujours lu, qui je pense va continuer d'être lu parce que c'est vraiment la base. Soit du coup, vous pouvez aller directement dans votre interface ici, sélectionner Rules et rentrer directement ici dans les User Rules. Donc du coup, ces préférences-là, elles vont être emmenées directement sur tous les chats que vous allez taper dans l'agent, ou même juste dans les chats que vous allez utiliser dans Cursor. Et de la même manière, sur le fichier .cursor rules que vous allez envoyer, le même système va s'appliquer. Vous avez a priori 3 manières d'envoyer vos règles directement dans l'IA. Vos règles, vous pouvez soit les rajouter directement en utilisant le système,
soit du coup en utilisant le système de rules ici, ce qui vous permettra de les avoir bien propres comme ça. Sachez ici que quand vous avez des petits messages comme ça signifie pas forcément que la règle n'est pas active, ça signifie simplement en fait que c'est une règle manuelle, que du coup elle sera jamais utilisée si elle n'a pas de description ou d'auto-attachment, c'est vrai, c'est moi qui la prends et qui choisis de quand l'utiliser. C'est pour ça du coup qu'on a ce genre d'information là. Si vous voulez rajouter une règle, vous pouvez cliquer ici sur le bouton Add New Rules et taper une nouvelle règle. Ça va vous ouvrir cette interface-là. Vous voyez, c'est un peu différent de l'interface Markdown qu'on a tout à l'heure. Ici, vous pouvez du coup dire que vous la voulez toujours, que vous voulez qu'elle soit auto-attachée en fonction d'un globes, ok, soit que du coup ça puisse être demandé par l'agent en mode j'aimerais bien que tu me crées une nouvelle règle sur Alex, nanana, truc. Ok, cool. Si toutes les règles concernent Alex, a priori il va venir le piocher. Si et seulement s'il y pense. Et enfin, vous pouvez utiliser le mode manuel et du coup, la règle va être inclue manuellement. Cette règle-là que vous avez créée, vous avez deux manières de l'éditer. Soit, du coup, vous utilisez OpenWeave ici et vous avez accès soit au Text Editor, soit au Markdown Editor. Mais moi, par défaut, je les ouvre avec le Markdown Editor pour la simple et bonne raison que c'est beaucoup plus facile pour moi d'éditer ce genre de règles. Maintenant, vous avez quelque chose qui est vraiment cool avec le système de Markdown Editor, c'est que vous êtes capable de référencer des fichiers. Donc si par exemple ici, vous voyez qu'il y a 2-3 petits bugs quand même, ce qui est vraiment ultra pratique. Ici sur un contrôle-clic, je peux directement me rendre dans le fichier, c'est-à-dire que la règle va directement référencer des fichiers. Une règle relativement simple, ça pourrait être « sers-toi du fichier de contrôleur comme exemple pour générer mes autres contrôleurs » par exemple. Voilà, je ne vais pas spécifiquement m'étendre sur le sujet dans la mesure où les cursor rules, ça fait partie d'un système du coup qui est déjà disponible dans la formation et un système sur lequel on est en train de pas mal évoluer. Comme vous le savez, tous les vendredis midi, on est en train de se réunir directement dans le channel Discord de la communauté et de se partager nos règles. Donc c'est typiquement le genre de choses qui va venir dans une prochaine vidéo, car la nouvelle extension VS Code qui nous permet de récupérer les règles des autres et de les synchroniser ensemble vient tout juste de sortir et je vous en parlerai plus tard. Voilà pour les règles. Quelques petites règles si vous écrivez vos règles et que du coup vous passez pas par les notes sur les règles de la community. 30 lignes maximum par règle. C'est ultra important pour garder de la consistance sur l'IA. Il faut qu'elle soit le plus petite possible. Dès qu'elle commence à être trop grosse, vous les coupez et vous les changez. En fait, c'est les règles du clean code qui s'appliquent, mais également pour les règles. Et pensez surtout à mettre les règles à jour à chaque écart. Si par exemple ici je suis en train de discuter et que par exemple je suis sur mon contrôleur et que du coup j'utilise les règles et que là l'IA me génère quelque chose qui part totalement à côté de la plaque, ok, boum, nouvelle règle, make sure, always use Zod to validate. Et voilà, et ça part. Et vous régénérez comme ça vos systèmes dans le chat. Et systématiquement, dès que vous voyez que le chat il vous fait quelque chose qui ne correspond pas du tout à ce que vous voulez faire, pensez à le rajouter directement dans vos règles. Comme ça, quand vous lancerez de nouveaux chats, vous aurez pu le refaire. Enfin, concernant la revue de code, comme je vous le disais, Cursor change pas mal son fusil d'épaule. Et pour la revue de code, vous avez plusieurs manières de faire. Jusqu'à il y a 6 mois, un an en arrière peut-être, vous aviez possibilité d'avoir un onglet review comme ça directement à l'intérieur de Cursor. C'était un des outils qui fonctionnait ultra bien pour faire votre code review en local juste avant de l'envoyer directement sur GitHub ou je ne sais quoi. Ce système-là a été supprimé, ça fait déjà un petit moment. Et du coup, jusqu'alors, on n'avait pas la possibilité de faire notre review de manière un peu plus précise. Il faut savoir que du coup, et ce que je vous conseille, ça s'applique toujours, la review, vous êtes également censé la faire directement sur GitHub ou sur n'importe quel pull request. Vous avez du coup tous les systèmes dans la formation pour vous aider de ça. Ou par exemple, pré-commit en appelant d'autres fichiers. Pareil, vous référez à la formation. Il y a eu des nouveaux changements du coup dans la version 0.49. Pour faire les reviews, on a un joli système comme ça qui vous permet de pouvoir avoir un système de review propre que vous allez pouvoir utiliser. Donc ça, c'est vraiment cool parce que ça va vous permettre d'éviter le accept all. Et encore une fois, moi, j'utilise énormément l'IA avec la voix. Et ce système-là, quand l'IA sera en train de faire des modifications, moi, comme vous le savez, je suis tout le temps en train de dicter les différentes informations. Là, par exemple, je suis en train de parler et je sais typiquement que ça va se mettre dans le chat. Donc, quand moi, je suis en train de faire mes reviews, par exemple, et que l'IA, elle est en train de bosser, systématiquement, j'ai ce système-là qui est activé, je suis en train de regarder le fichier. Là, par exemple, je dirais à l'IA, ce système-là, je préfère que tu le fasses comme ci. Faut que tu fasses attention à ton test parce que du coup, les informations à l'intérieur, elles sont pas forcément bonnes. Et du coup, quand je vais lâcher la souris, on peut voir que du coup, tout mon prompt va se retrouver là. C'est un système du coup que j'utilise beaucoup et ça me permet du coup de faire ma review avant de committer bêtement et d'envoyer mes fichiers à l'IA. Avec le nouveau système de Cursor, du coup, on pourrait avoir tout ici directement propre dans l'interface et ça pourrait rendre ce système de review encore plus facile et peut-être même que dans le futur, ils vont incorporer peut-être un bouton où sur chacun des fichiers, il y aura un espèce de sous-agent qui ira faire la review pour vous. En attendant que ce système du coup soit généralisé, on reste sur le système classique, à savoir que regardez bien les fichiers que vous allez committer juste avant, même si du coup le système fonctionne très bien, à savoir ici toujours faire une bonne revue de l'ensemble des fichiers avant de pouvoir les committer directement à l'intérieur. C'est ultra important et c'est pas parce que nos règles elles sont ultra précises et que nos prompts ils sont nickel et qu'on est capable
d'intégrer Mistral en moins de 10 minutes que globalement ça vous empêche de faire de la code review. J'aimerais bien vous faire une démonstration des MCP. Et les MCP, en fait, je vous allais présenter ça directement dans mon cursor.json en tout début de masterclass. Mais les MCP, c'est vraiment quelque chose de très très cool qui vous permet d'avoir une autre interface de communication directement avec d'autres outils. Donc, par rapport à ça, il y a deux choses que je peux vous dire. La première, c'est que les MCP, c'est vachement early stage. Ça fait que quelques mois que du coup, Anthropic, les créateurs de Claude, les ont mis sur le marché. Ça, c'est le premier point. Le second, c'est que n'importe qui peut créer MCP. C'est super facile à faire. Je vous incite à vous rendre dans la section MCP, dans la formation, si jamais vous voulez en savoir un peu plus et si vous voulez créer vos propres MCP. Mais globalement, ici, pensez toujours à utiliser des MCP qui sont soit officiels, comme par exemple le modèle Context Protocol ici, qui est issu du dépôt officiel sur GitHub des MCP. Donc, a priori, si vous utilisez ça, vous n'avez pas trop de doute qu'en fait, dans votre MCP, il n'y a pas quelque chose, juste un middleware entre les deux qui prend des données et qui les envoie sur un serveur, ce qui peut totalement être possible, encore une fois, si vous utilisez des MCP où vous ne savez pas exactement d'où ils viennent. Donc là, a priori, on est sur le dépôt officiel du coup d'Anthropic, le modèle Context Protocol. Donc vous pouvez être à peu près serein quant aux MCP qui sont utilisés par rapport à ça. Ensuite, si vous devez utiliser d'autres MCP, faites bien attention à ce que ce soit des MCP populaires qui ont été approuvés par la communauté, qui soient open source avec un bon dépôt GitHub, etc. Je ne le cesserai jamais de vous le répéter, mais les MCP, ça va être une grosse faille de sécurité à l'avenir. En plus des prompt injection, on est l'étape d'après. Si vous cherchez du coup des marketplaces, vous avez accès du coup dans Notion à l'ensemble des marketplaces que je préconise pour installer vos MCP. En attendant, je voulais vous faire une petite démo par rapport à ça et juste vous donner la différence entre les MCP.json directement dans le point curseur ici, qui se retrouve indexé directement dans votre projet, et le curseur MCP ici que vous voyez. Pourquoi ça c'est important? Parce que grosso modo ici, j'ai des MCP qui sont context aware et je peux les utiliser dans Claude, parce que du coup le système ici est standardisé. Je peux les utiliser et dans Claude et dans Cursor. Donc ça c'est vraiment très très cool. Et le second point, c'est que ici vous pouvez voir du coup que j'ai deux clés. Une pour accéder à Anthropic et une pour accéder à Perplexity. Actuellement, le modèle il est vachement early et c'est encore compliqué de passer directement ici des variables d'environnement sans devoir magouiller un peu à droite à gauche pour faire des trucs un peu cool. De toute façon, les MCP, c'est pas production ready, en tout cas en ce qui concerne Cursor et notre utilisation nous pour les développeurs. Donc mettez vos clés ici uniquement pour le système local, et comme ça vous allez pouvoir juste être serein, communiquer ça à votre équipe. Maintenant, pour vous montrer un peu comment ça se passe avec les MCP, pour les installer, c'est relativement simple. Ici, vous avez simplement à vous rendre dans l'interface et à rajouter du coup un serveur MCP. Donc si vous voulez l'utiliser de manière globale, vous cliquez sur ce bouton-là et ça va vous ramener dans l'interface qu'on vient juste de voir. Maintenant, si vous voulez l'utiliser de manière locale, il vous suffira de modifier le fichier mcp.json. Ici, j'ai pas été très loin, j'ai simplement été dans le dépôt officiel, j'ai cliqué sur PostgreSQL et je me suis pas servi du MCP sur Docker. Je me suis directement servi du MCP avec NPX. Voilà, en pointant vers le bon schéma. Donc j'ai rien fait de plus que copier-coller ça directement à l'intérieur. Ok, donc là j'ai bien spécifié du coup les informations sur le journal et à quoi servent les MCP. Déjà, le tout premier truc, c'est que vous allez devoir les activer. Et prudence sur les MCP quand vous les activez, pour la simple et bonne raison que ces MCP-là, ici on va faire en sorte qu'ils s'activent, voilà, ils vous mettent à disposition des outils, comme par exemple le query ici. C'est un MCP qui peut faire pas mal de petites choses. Si par exemple je prends un autre outil comme Redis, par exemple ici, on peut voir que vous avez d'autres méthodes. Les MCP du coup, ce sont des interfaces qui vont permettre d'intercepter des méthodes en fonction du coup de ce que vous allez mettre directement dans votre prompt. Et c'est ça en fait, c'est là qu'est tout le génie des MCP. Je vous montre en deux. Tout à l'heure, du coup, on a intégré Mistral. Ok, Mistral, du coup, va nous servir, par exemple, à aller récupérer des informations. Sauf que, imaginons que Mistral n'arrive pas à récupérer certains emails. Ok, je pourrais demander, par exemple, un MCP parce que j'ai pas envie de me connecter sur Postgre, de lancer le serveur, d'aller sur Prisma Studio, de voir les informations à l'intérieur. Je pourrais directement demander un MCP. Les MCP, c'est relativement puissant parce que vous allez pouvoir combiner du coup un chat avec un MCP. Ici, je vais simplement demander du coup à mon chat cursor de regarder du coup les derniers emails dans ma base de données existante et de récupérer le latest. Donc sous-entendu, récupère-moi le dernier email. Donc c'est pas le prompt le mieux formulé de l'univers, mais ici j'ai simplement besoin qu'il aille en fait lire ma base de données et qu'il aille me récupérer du coup les derniers emails. Donc là pour le coup, vous voyez qu'il a été chargé les règles comme il fait d'habitude et il va essayer de récupérer du coup le schéma de la base de données pour pouvoir récupérer le dernier email qui a été reçu. Donc ici on peut voir qu'il a été récupéré l'ensemble de la structure, donc de l'information. Ici on peut voir qu'il a exécuté une autre commande pour récupérer l'ensemble des emails. Et on peut voir par exemple qu'il a été récupéré les bonnes colonnes, etc. où il a pu récupérer les informations. C'est comme ça qu'il peut me dire qu'en fait les derniers emails qu'il a pu récupérer, c'est OpenAI avec ce système-là, dont le statut a été failed. Pareil pour celui-ci. Le statut actuellement il est en cours de processing.
Et voilà, globalement, gros, pareil, voilà. Ce système-là, ça vous permet simplement en fait d'avoir une interaction. Là, je n'ai utilisé du coup le MCP Tool Query. Si j'avais utilisé Redis, j'aurais pu m'en servir par exemple pour détecter un bug où mon utilisateur est authentifié, il est censé être dans la base Redis, mais en fait il n'y est pas. Avec un MCP, vous allez pouvoir directement communiquer avec ça. En point de conclusion, on vient tout juste de finir la masterclass sur Cursor. Donc déjà, c'est un peu un format innovant. Ça change complètement des petites fiches de formation qu'on fait d'habitude, où le but, encore une fois, des fiches de formation, c'est que vous puissiez piquer, oh, j'ai besoin de faire des tests unitaires, oh, trop bien, je vais utiliser du coup la fiche sur les tests unitaires, oh, j'ai besoin de générer des user stories, oh, trop bien, je vais utiliser la fiche sur les user stories. Bref, c'est des trucs que vous pouvez piquer un petit peu comme ça pour mettre dans vos tafs du quotidien. Là, on est vraiment passé sur une masterclass qui va durer à peu près 1h30, je pense, avec les cuts, sur lequel je vous ai donné tout ce que je savais à peu près sur Cursor, en tout cas les meilleures fonctionnalités que j'utilise au quotidien pour que vous puissiez aller plus vite par rapport à ça. C'est quoi la suite ? Est-ce que Cursor, déjà, pour répondre à votre question, Cursor, Windsurf, je change beaucoup entre les deux. Comme vous le savez, on a l'extension AI-Driven Dev qui nous permet de copier-coller directement l'ensemble des meilleurs réglages d'une extension à l'autre. Comme ça, on peut switcher très rapidement. Si du coup, vous êtes parti sur le même principe que moi et que vous payez du coup les éléments mensuellement, en fait, si à un moment donné, Windsurf sort une mise à jour incroyable, vous allez pouvoir switcher Cursor Windsurf. A priori, ça ne devrait rien changer pour vous. Maintenant, pourquoi est-ce que du coup, j'ai commencé cette masterclass sur Cursor et pas sur Windsurf ? La première, du coup, c'est que toutes les dernières mises à jour, c'est eux. Ils sont vraiment en avance sur juste le mindset, en fait. Le fait de tout splitter dans les Cursor Rules. Aujourd'hui, ça paraît une évidence d'avoir des règles qui sont vraiment propres, vraiment partagées. Mais il faut savoir, du coup, que c'est les premiers à l'avoir fait. C'est eux, grosso modo, qui sont hyper innovants sur l'ensemble de tout ce que vous voyez. Même si Windsurf, avec leur petit système de preview, avec la cascade, etc., ils sont en train de remonter. L'énorme avantage que vous avez aussi, c'est l'Unlimited Slow Request. J'ai fait toute la masterclass du coup sur des slow requests. A priori, ça a très bien marché, il n'y a pas eu de problème. J'ai quand même pu utiliser les bons modèles. Et c'est ce qui est fou, c'est que si j'avais dû faire la même chose, du coup, avec un autre outil, ça m'aurait coûté beaucoup plus que $20 par mois. Donc voici pourquoi Cursor a encore l'avantage, voici pourquoi je vous préconise de partir sur Cursor. La communauté est ultra développée, il y a tout le temps des nouvelles features, bref, vous allez vous régaler. Maintenant, what's next ? On a fait du coup les Cursor Rules. Comme d'habitude, tous les vendredis midi, on en discute directement sur le Discord en mode live, donc n'hésitez pas, vous êtes conviés. On a nos systèmes de prompt qu'on a utilisés, ce qui nous a permis notamment de créer l'agent de debug, qui fonctionne vraiment très très bien. Pour le coup, on n'a pas eu de bug, mais du coup, on l'a testé sur une fonctionnalité un peu fictive et ça fonctionnait très bien. Et grosso modo, c'est ce truc-là qui me résout 95% de mes bugs, comme vous le savez, donc c'est vraiment au top. On a vu du coup le système des MCP qui fonctionne très bien, même si pour le coup, c'est encore un peu lent à l'heure actuelle. Et la suite, qu'est-ce que ça va être ? Ça va être vraiment de démocratiser les agents dans l'IDE, vraiment d'avoir plusieurs agents qui sont capables de communiquer entre eux. C'est vraiment la suite avec Cursor, hein. Vous allez voir que là, on n'est pas encore capable de chaîner des agents, mais ça va arriver très très vite. Et notamment d'externaliser le système de mémoire, car actuellement sur une grosse code base, et c'est bien ça le problème, c'est très difficile d'avoir une vraie mémoire qui est constante. C'est très difficile de dire à l'IA, j'ai implémenté Mistral, j'aimerais bien que tu te serves exactement de la même manière pour implémenter DeepSeek. Là, c'est chaud quand même. Il y a beaucoup trop d'informations, c'est beaucoup trop variable, elle n'aura pas les informations qui sont à jour, mais avec un système de mémoire, ça pourrait être beaucoup plus efficace. Voilà, vous avez eu l'ensemble des informations. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, vous avez l'espace commentaire pour me poser vos questions par rapport aux différents outils. Et du coup, on se retrouve dans 2 mois, 3 mois, peut-être 4, suivant comment ça évolue Cursor, pour faire la V2 du coup de cette masterclass.